Pour le rallye Monte-Carlo qui a débuté aujourd'hui. Nous allons vous proposer une émission spéciale ce soir, mais également demain soir. Et ce soir, j'ai l'honneur d'avoir à mes côtés Guy Fréquelin, le directeur de Citroën Sport. Guy, vous êtes un directeur heureux ce soir, puisque vos pilotes sont idéalement placés, avec Sébastien Loeb à la 2e place, Colin McRae au 3e rang et Carlos Sainz à la 5e place ce soir. C'est fantastique pour vous, non ? C'est vrai que c'est une très bonne position, effectivement. On aurait préféré être complètement en haut de l'affiche, mais bon, pour l'instant, on est second, effectivement, 3e et 5e. C'est un rallye qui est très difficile. Il y en a malgré tout presque moitié de fait maintenant. Surtout dans la région de Gap. C'est une région qui est très difficile pour le Monte-Carlo dans les conditions dans lesquelles on débutait le rallye, c'est-à-dire énormément de plaques de verglas, de plaques de neige, de plaques d'eau. Il y a énormément de difficultés sur ce rallye actuellement dans la région de Gap. Nous allons immédiatement voir ça. Je tiens quand même à vous préciser que hier, Gilles Panizzi a écopé d'1 minute de pénalité avant le départ. En fait, il a eu un problème de GPS lors des reconnaissances, un problème qui n'a pas été signalé à la direction de course et les commissaires n'ont pas pu vérifier le nombre de passages qu'il avait fait en reconnaissance. Ils ont donc décidé de lui infliger 1 minute de pénalité avant le départ. Panizzi qui démarrait donc cette 71e édition du rallye de Monte-Carlo. Très mal. On retourne immédiatement dans les spéciales. Il y en avait 6 au programme aujourd'hui, environ 200 km de secteur chronométré. Le résumé est préparé par Frédéric Robat, bien entendu. Les premières confrontations de la journée, elles ont lieu sur les spéciales de Prunières et de Selaunay-Bréziers. Une boucle de 45 km à faire sans assistance. Et le premier à prendre le départ, c'est le champion du monde en titre Marcus Gronholm, sous un ciel bleu. Mais attention, les températures sont encore négatives, il y a du verglas. Et a priori, le Finlandais a fait le bon choix de pneumatique puisque c'est lui qui signe le temps scratch, alors que son équipier Richard Burns n'est que l'ombre de lui-même. En 2 spéciales, il va se sentir infliger 37 secondes de retard par son équipier. À voiture égale, c'est une véritable correction. Le seul, dans un premier temps, à pouvoir rivaliser avec Marcus Gronholm, c'est Peter Solberg avec sa Subaru Impreza, la seule voiture du plateau équipée en pneus Pirelli. Solberg très bien placé, il terminera cet enchaînement de spécial 3e au classement général. Le premier pilote Citroën sur la route, c'est l'Écossais Colin McRae et il prouve d'entrée qu'il a parfaitement en main sa Xara WRC puisqu'il réalise le 3e temps tout en avouant qu'il était un peu trop sur la réserve dans ce chrono. Et à sa suite, Tommi Mäkinen aura beaucoup moins de chance. Incident dès les premiers mètres de la spéciale. Le Finlandais cale et perd une petite dizaine de secondes dans cette mauvaise opération. Derrière Tommi Mäkinen, c'est Gilles Panizzi qui connaît toutes les difficultés du monde. Après avoir été frappé par cette fameuse pénalité d'1 minute, on le sent réellement en plein effort et en difficulté. Voiture difficilement conduisible, déclare le Français à l'arrivée. Et il passe sa journée à accumuler les secondes et les minutes de retard. Mauvais début de rallye donc pour Gilles Panizzi. Chez Ford, on concède également du terrain d'entrée, difficile de s'acclimater aux pneumatiques Michelin pour Marco Martin et François Duval, car c'était la première fois qu'ils utilisaient les clous du manufacturier français. Au classement général, Gronholm en tête avec 4 petites secondes d'avance sur Solberg et un tir groupé des pilotes Citroën entre la 3e et la 5e place de Colin McRae à Sébastien Loeb en passant par Carlos Sainz. La démonstration continue sur le 2e chrono pour Marcus Gronholm qui semble vouloir faire ce qu'il veut en ce début de rallye. Nouveau temps scratch pour le champion du monde finlandais. Il devance la totalité de ses adversaires, parmi lesquels Colin McRae qui se place juste derrière lui, 2e temps. Et il est 2e au général après ces 2 spéciales McRae avec 37 secondes de retard sur Gronholm. Dans le camp Citroën, les choses marchent plutôt bien, même si dans ce 2e chrono de la journée, c'est Carlos Sainz qui ici se fait piéger, part en tête à queue et abandonne une grosse trentaine de secondes dans cette mauvaise opération. Sainz qui plonge au 7e rang du classement général. Il doit faire demi-tour le pilote espagnol, mais se retrouve encore une fois sur une plaque de verglas. Position très inconfortable.
Et la roue arrière gauche de la Citroën Xara a en plus été abîmée dans l'opération, ce qui va causer un déséquilibre sur le reste de la spéciale. À bord avec Peter Solberg qui continue à être un des rares à suivre le rythme de Marcus Gronholm. Il signe le 3e temps dans cette 2e spéciale et a bien failli ici aller rejoindre Carlos Sainz sur le tableau des pertes. Et cela alors que la cote de Cédric Robert est en nette progression. Le Français est le premier privé du rallye et il occupe la 9e place du classement général. Et pendant ce temps, en tête de la course, Gronholm a augmenté son avance, mais c'est à présent Colin McRae qui se trouve à sa poursuite. Sébastien Loeb, 4e, est en mesure de menacer Peter Solberg. On écoute les 2 principaux animateurs de cette matinée. Marcus, est-ce que vous êtes surpris d'être en tête? Oui, assez, parce qu'il y a un écart assez important que je ne comprends pas. Comment se sont déroulées ces 2 premières spéciales? Elles sont assez piégeuses. Il y avait de la neige et de la glace et il y avait beaucoup de pièges. Colin, nouvelle voiture, nouvelle équipe et ça semble bien marcher. Oui, parfaitement pour l'instant. La situation est assez confortable, il n'y a vraiment eu aucun problème sur ces 2 spéciales. Il est environ 11h30 quand les concurrents prennent le départ du 3e chrono. Une nouvelle fois Prunière-Embrun et c'est 23 km que Marcus Gronholm aborde en position de leader. Il ne signe pourtant que le 4e temps dans cette 3e spéciale, ce qui ne l'empêche pas de saluer son public. Détendu a priori en tête de la course, Marcus Gronholm qui se permet quelques petites fantaisies et pourtant il doit commencer à sentir la pression de l'adversité, notamment celle de Sébastien Loeb qui a signé le meilleur temps dans ce 3e chrono. C'est lui l'homme de cette spéciale et il déclare à l'arrivée avoir envoyé et s'être fait plaisir. Voilà qui lui permet de remonter notoirement au classement général. Au terme de ces 2 spéciales, il occupera la 3e place absolue. Et derrière lui, on retrouve la Subaru Impreza de Peter Solberg. Lui, en spécial, il a réalisé le 2e temps, ce qui lui permet d'occuper la 2e place du classement général. Quant à Tommi Mäkinen, il est beaucoup moins aidé dans sa tâche puisque sa Subaru connaît de grosses défaillances de frein. Mäkinen a arraché une durite lors d'une excursion en dehors de la route. Et voilà le classement avant d'aborder le 4e chrono de la journée. Célonnet-Bréziers, 22 km 300. Et voilà donc pour la première moitié de la journée avec 2 temps scratch pour Marcus Gronholm et 1 pour Sébastien Loeb. La bagarre annoncée entre les cousines de chez Peugeot et Citroën a débuté. J'imagine que pour vous, ça doit être très motivant d'avoir un adversaire comme Peugeot en face. C'est pas uniquement Peugeot, je crois que toutes les marques sont à battre et il est bien évident que nous sommes très motivés pour essayer de battre tout le monde. Et si nous devons battre Peugeot, ce sera bien entendu aussi avec toute la ferveur que nous voulons y mettre, mais c'est pas uniquement Peugeot. On a vu d'ailleurs que les Subaru étaient en forme en ce début de rallye avec la seule nouvelle voiture de cette saison, en début de saison. Vous êtes surpris par les performances de la Subaru de Solberg et de Mäkinen? Je crois qu'il est très difficile de tirer des conclusions des temps des épreuves spéciales de ce matin parce qu'en fonction des pneumatiques qui ont été montées, en fonction de la façon dont les pilotes ont conduit, il est très difficile d'analyser la situation actuelle. Je crois qu'on tire déjà un peu plus de conclusions ce soir, mais malgré tout, le rallye de Monte-Carlo est un rallye très difficile. Il est très difficile de trouver le choix de pneumatiques, il est très difficile de trouver le rythme aussi pour les pilotes. C'est franchement vraiment un rallye loterie difficile, très très dur, et dans énormément avec énormément de problèmes et dans énormément de domaines. Et des spéciales très piégeuses, vous allez le voir, on repart immédiatement sur la route pour les 3 dernières spéciales de la journée et c'est toujours en compagnie de Fred Robart. Nous voici donc en début d'après-midi et Marcus Gronholm est toujours en tête du rallye. Il tient cette épreuve d'une main de maître pour l'instant. Il réalise le temps scratch dans la 4e spéciale, ce qui porte son avance à 46 secondes sur le 2e. Et pourtant, regardez l'état des routes. Gronholm semble vraiment très à l'aise, malgré tous les pièges qui sont parsemés sur son chemin. Et nouveau 2e temps consécutif pour Peter Solberg, qui pour l'instant est le seul à rester dans le rythme de Marcus Gronholm, pour l'instant, car le pilote norvégien
vous l'avez vu, a commis une grosse erreur à cet endroit. Le radiateur de la Subaru Impreza est fracassé. Et cela aura de lourdes conséquences pour lui au classement général, on le verra tout à l'heure. Parmi les autres adversaires de Marcus Gronholm, à sa poursuite, on retrouve Marco Martin en plein effort qui passe tout près de la correctionnelle. Une chance que n'aura pas son équipier François Duval qui quelques minutes plus tard passe exactement au même endroit. Et lui malheureusement, l'arbre, il ne va pas le rater. Des images assez impressionnantes, fort heureusement dans cette manœuvre. Le copilote a été épargné. Là ici, il ouvre, 25 mètres frein. Mais le demi-train arrière droit de la Ford Focus est arraché, la roue cassée. Duval doit terminer la spéciale dans cet état et il ne signe que le 16e temps. Il dégringole au classement général. Infortune également pour Colin McRae, victime d'un tête-à-queue. Dans ce chrono, on voit les conditions vraiment délicates, alors que vraisemblablement, le pilote écossais n'a pas la bonne monte pneumatique pour cette portion. Il est sur la glace, a priori, en pneu slick ou en pneu intermédiaire. Et il n'est que 10e dans cette spéciale, à la 4e place du classement général. Colin McRae qui devance Richard Burns sans difficulté. 1 minute 21 de concédé depuis le début du rallye à son équipier Marcus Gronholm. Le Finlandais caracole toujours en tête au classement général avec maintenant 46 secondes sur Peter Solberg. Attention tout de même à Sébastien Loeb et Colin McRae, d'autant qu'il reste 2 spéciales épouvantail. Peter, la voiture a été très abîmée. Que s'est-il passé ? En fait, j'étais à 5 km/h. On est arrivé sur une plaque de verglas et la voiture a sous-viré dans le pont. Je suis resté un petit peu en équilibre et finalement on a réussi à repartir, mais on a dû perdre une vingtaine de secondes. Je n'ai pas pu redémarrer immédiatement et c'est là qu'on a perdu beaucoup de temps. Et ce n'était qu'un moindre mal puisque lors de l'assistance suivante, l'équipe a mis 24 minutes à réparer le radiateur de l'Impreza. Et Peter Solberg a donc reçu une pénalité de 40 secondes. Des inquiétudes également dans le camp de Colin McRae. On a fait un demi-tête à queue, le moteur a calé, on a eu du mal à redémarrer et on a perdu beaucoup de temps. Il reste donc 2 énormes spéciales à effectuer. Plan de vitrol, faille à 2 reprises, 47 km à chaque fois et sans assistance entre les deux. C'est ce qu'on annonce déjà comme le juge de paix de ce rallye Monte-Carlo millésime 2003. Et en l'occurrence, c'est là que Sébastien Loeb choisit de frapper très fort, puisqu'il réalise le temps scratch lors du premier passage. Grosse attaque et 17 secondes d'avance sur son principal poursuivant. Et au deuxième passage, Sébastien enfoncera le clou avec un nouveau temps scratch. Ce qui met Marcus Gronholm en difficulté, puisque de 55 secondes avant ces 2 spéciales, l'écart entre Loeb, 2e, et Gronholm, leader, passe à 20 secondes seulement. D'autant que Marcus, vous le voyez ici, se fait lui aussi une petite chaleur. Difficulté de parcours qui nous explique immédiatement. J'ai frappé sur la barrière du pont. Il y avait de l'eau, un petit aquaplaning et la voiture a sous-viré dans la barrière. Encore un incident de parcours, cette fois chez Citroën, où c'est Carlos Sainz qui manque de justesse de partir dans le décor. En fait, l'Espagnol rattrape de justesse la situation. Il reste sur la route et peut repartir. Et cela pendant que son équipier Colin McRae est en train de réaliser lors du 2e passage le meilleur temps ex aequo avec Sébastien Loeb. Frayeur encore pour Armin Schwarz qui lui aussi se récupère magistralement après un petit aquaplaning sur la roue avant droite. Et chez Subaru en revanche, il n'y aura pas d'appel. Peter Solberg est dans un premier temps victime de la route. Une sortie importante, encore une fois sur un pont, mais cette fois elle est définitive. Je suis arrivé dans une descente et c'était très glissant. La voiture est allée directement dans la rambarde du pont.
Et malheureusement, ce sous-virage a été fatal. Le radiateur est cassé et on ne peut pas continuer comme ça. Tommi Mäkinen, lui aussi, part à la faute dans cette spéciale. Il ne peut pas remonter sur la route et il doit lui aussi rendre son carnet à l'arrivée. Le passage de nuit n'apportera pas grand-chose de plus en dehors de la remontée fantastique de Sébastien Loeb qui vient ce soir talonner Marcus Gronholm. Et à la veille de la deuxième étape, le pilote français se retrouve avec 20 petites secondes seulement de retard sur Gronholm, une position presque idéale puisqu'il sera en observateur de la situation du leader. Et derrière les deux hommes, les écarts sont supérieurs à la minute. Carlos Sainz revient à 2 secondes de la 4e position de Richard Burns et il y a 5 voitures françaises aux 5 premières places. Et il faut encore préciser que Cédric Robert est ce soir à la 9e position. Il est le premier des pilotes privés. Guy, ce soir, Sébastien Loeb est dans une position idéale avant d'attaquer la deuxième partie de ce rallye de Monte-Carlo. Sébastien a fait une très belle course aujourd'hui. C'était 3 épreuves spéciales qu'il ne connaissait pas. Il les faisait pour la première fois avec seulement 2 passages en reconnaissance. Donc il apprenait ces routes de la région de Gap et il a vraiment fait une très belle journée. Et ce qui est assez hallucinant, c'est que dans Plan de Vitrolles, la plus longue spéciale, il fait le scratch lors du premier passage. Il fait le scratch lors du premier passage. C'était une spéciale qui était vraiment très difficile, très piégeuse. Il avait réglé sa voiture vraiment très facile à conduire et ensuite Carlos et Colin ont repris les mêmes réglages pour le deuxième passage et les voitures étaient beaucoup plus faciles à conduire. Donc aussi. À vous écouter, c'est l'élève qui donne la leçon. C'est pas tout à fait ça, c'est que Seb connaît beaucoup mieux la voiture et les réglages que Carlos et Colin qui découvrent la voiture. En fait, aujourd'hui, Sébastien découvrait les spéciales et Carlos et Colin découvraient notre voiture. Donc je crois que ce soir, on commence à y voir un peu plus clair et on a maintenant des réglages qui correspondent à ce que chacun souhaite ou souhaitait en tout cas pour aujourd'hui. Et j'espère qu'on trouvera les bons réglages pour demain aussi. Mais en tout cas, les voitures étaient ce soir dans cette dernière spéciale très faciles à conduire, que ce soit en châssis ou en moteur. Vous allez toujours regarder les voitures passer sur le bord des spéciales? Bien sûr. Quel est le pilote qui vous a le plus impressionné aujourd'hui? Aujourd'hui, Colin, un endroit a été très spectaculaire, un endroit très rapide. Sébastien aussi. Puis alors un qui m'a non pas impressionné mais qui m'a fait très peur, c'est Carlos qui est sorti juste sous mes yeux. Il est allé faire un tour dans les champs à une 50aine de mètres de la route et est revenu ensuite sur la route avec un fossé à sauter qui est à peu près de la hauteur de ce bureau, je crois. Donc il m'a vraiment fait très peur. Le classement de ce rallye sera complet quand je vous aurai donné le classement Super 1600. C'est Simon Jean-Joseph qui est le premier des pilotes Super 1600. Il est 17e du général ce soir, mais Simon Jean-Joseph ne participe pas au classement général Super 1600. Il est trop âgé et c'est donc Carlson qui est en tête avec la Suzuki Ignis. Il devance Tirabassi. Vous allez voir immédiatement des images de Carlson avec la Suzuki. Il devance Brice Tirabassi qui a perdu 1 minute 45 dans la dernière spéciale. Il était en tête avant cette dernière spéciale. À la 3e place, on trouve la Polo de Kata Jamaki et au 5e rang, la Fiat Punto de l'italien Ligato. Bien sûr, le classement Super 1600, nous vous en parlerons également demain car c'est une très belle course également dans ce rallye de Monte-Carlo. Vous découvrez le classement donc du Super 1600 dont nous reparlerons demain. Je tiens également à vous préciser que côté français, Mercier a été contraint à l'abandon. C'est également le cas de Tchekon. Guy, merci beaucoup d'être venu sur le plateau. Je tiens également à remercier Richard Micou qui a vraiment fait de gros efforts pour nous emmener son patron sur le plateau de TMC. On se retrouve demain pour une émission spéciale Rallye de Monte-Carlo. C'est aux alentours de 22h30 et je vous propose également de feuilleter le menu des spéciales de demain. Il y en a 4 au programme, environ 115 km de secteur chronométré. Et ça débute à 8h33 par les 4 chemins Cigales. Ensuite, les pilotes se rendront dans Saint-Antonin, Tourette du Château et ils répéteront ces spéciales à 2 reprises. Je pense que vous savez absolument tout sur cette première journée du rallye Monte-Carlo. On se retrouve demain sur le plateau avec, je l'espère, un invité aussi prestigieux que Guy Fréclin. C'est à la même heure sur TMC aux alentours.
Eurosport vous présente le championnat du monde des rallyes. 18 titres de champion du monde des rallyes. Pirelli. Valvoline. We make engines feel great. Bienvenue sur Eurosport pour suivre l'ouverture de la saison 2003 du championnat du monde des rallyes. Bienvenue en principauté pour suivre le Monte-Carlo. 14 épreuves sont au calendrier, je vous le rappelle, réparties sur 4 continents et tout type de surface. À Monaco, la neige et la glace sont à l'honneur cette année. Nouvelle année, nouvelle saison, Marcus Grönholm portera le numéro 1 pour la deuxième fois de sa carrière. Et tout recommence en 2003 avec le mythique Monte-Carlo. C'est la plus ancienne épreuve du mondial. Sa première édition date de 1911. Il n'est pas d'autre victoire plus prestigieuse que celle-ci. La première étape se déroule aux alentours de Gap. C'est la plus longue du rallye avec 6 spéciales et 196 km. Les deux dernières étapes sont composées de 4 spéciales chacune. Avec ses milliers de virages, le Monte-Carlo est en quelque sorte la façon la plus physique de débuter la saison. Coincé entre les Alpes du Sud et la Méditerranée, le Monte-Carlo comprend en tout 1390 km, dont 415 chronométrés répartis en 14 épreuves spéciales. Le vainqueur inscrira les 10 points de la victoire. Et vous le savez, cette année, le barème des points a été modifié. Désormais, les 8 premiers marqueront. Une décision qui ne fait pas l'unanimité. Pour moi, ce n'est pas bon. Le vainqueur devrait prendre plus de points car par rapport au deuxième, c'est pas terrible, mais bon, on doit faire avec. Auteur de 5 victoires en 2002, le nouveau système de points ne devrait pas trop modifier la donne pour les meilleurs. Pour Richard Burns, peu importe le nombre de points, l'objectif est avant tout un deuxième sacre. Je ne vois personne d'autre que Marcus, aussi régulier et rapide sur la durée du championnat. Il existe des possibilités, bien sûr, sur certains rallyes, comme ici au Monte-Carlo. Les Subaru seront bien ici aussi. Il faut bien dire que Marcus a quand même le meilleur package. Pour sa première saison complète, Citroën s'annonce déjà comme le plus sérieux rival de Peugeot, très active sur le marché des transferts en fin d'année. L'équipe de Guy Fréquelin a fière allure. En plus de Sébastien Loeb, Colin McRae et Carlos Sainz ont rejoint les rangs des Rouges. À E3, ils comptabilisent 50 victoires en mondial. Toute l'équipe a besoin d'expérience et moi aussi. Je pense qu'ils peuvent nous l'amener et c'est très positif. Je suis confiant. Après le shakedown, la voiture semble vraiment bonne, mais je ne sais pas. Pensez-vous pouvoir être titré cette année? Bien sûr, évidemment. Carlos Sainz a rejoint Citroën sans Luis Moya, son copilote depuis 15 ans. Marc Martil remplace l'ancien copilote de Jesus Pourras. Ford ne voulait pas conserver ses stars McRae et Sainz. Le pilote numéro 1 de l'équipe de Malcolm Wilson est donc désormais âgé de 27 ans et n'a qu'une saison complète en mondial derrière lui, sans aucune victoire. L'Estonien Marco Martin. À ses côtés, 2 autres jeunes, très jeunes, François Duval, le Belge, et Mikko Hirvonen, le Finlandais, tous deux 22 ans.
Subaru aligne l'évolution 2003 de son Impreza pour Tommi Mäkinen et Peter Solberg. Tous les secteurs de la voiture ont été revus, notamment le moteur et le châssis. La confiance est élevée, mais pas au Monte-Carlo. C'est une loterie et on ne peut pas être en confiance ici. Tommi Mäkinen reste sur une série de 4 victoires consécutives, un record, mais ces derniers temps, des rumeurs de retraite sont nées. C'était juste une interview pour une télé finlandaise. Rien n'a changé, il n'y a aucune pression de nulle part. Je n'y pense pas pour le moment. Je me concentre juste sur la saison pour faire de mon mieux. Hyundai décroche en 2002 une surprenante 4e place au championnat constructeur. En raison de problèmes de budget, seules 2 voitures seront au départ, celle d'Armin Schwartz et de Freddy Loax. Exit donc pour les autres épreuves, Juha Kankkunen. Enfin, une belle surprise, signé Skoda, le recrutement du champion du monde 94 Didier Auriol. Sans la citer, on parle à demi-mot de la Skoda Fabia. Skoda m'a appelé et on s'est très bien entendu. Le challenge a l'air intéressant. Et vous savez, il y a une nouvelle voiture à développer. Bien sûr, si Skoda ne m'avait proposé qu'une saison avec l'Octavia, son futur, je serais resté chez moi. À ses côtés, Tony Gardmeister, il l'avait déjà rencontré chez Seat. Mitsubishi a pris une année sabbatique pour mieux revenir en 2004. On espère tout de même voir François Delecourt sur 4 manches en 2003. La nouvelle saison débute traditionnellement au pied du célèbre casino de Monaco. C'est aussi pour ça que le Monte-Carlo est une épreuve à part. Et puis Nicky Grist, qui n'est bien sûr plus aux côtés de Colin McRae, mais désormais à la retraite, c'est Derek Rinder qui le remplace. Il vient nous donner quelques trucs sur la première spéciale, celle de Prunier-en-Brun. Elle donne le coup d'envoi de la saison 2003, 28 km au programme. Son tracé a été légèrement modifié, un secteur très délicat. D'abord parce qu'il y a de la neige et de la glace par endroits, aussi parce que le début de la spéciale est très roulant et large, avant de passer dans des villages où la route est plus sinueuse et étroite. Pas le début de saison le plus facile en somme. Avec des températures inférieures à 0, Marcus Gronholm va se charger de briser la glace. Et le double champion du monde va envoyer un message très clair à tous ses rivaux. Au terme des 28 km, le Finlandais signe le meilleur temps, tout simplement. Avec les nouvelles couleurs de la 206, Richard Burns, il échoue à près de 17 secondes de son coéquipier. Il signe le 6e temps. Peter Solberg s'annonce comme le plus sérieux rival de Gronholm. Le Norvégien va réaliser le 2e temps à 4 secondes 2 du leader, confirmant ainsi les progrès de la version 2003 de l'Impreza. Cette spéciale avait été empruntée il y a 3 ans. Colin McRae avait réalisé alors le meilleur temps. Le champion du monde 95 va signer ici un prometteur 3e temps à 8 secondes 3 de Gronholm. Il devance ses coéquipiers Sainz et Loeb. Tommi Mäkinen peut améliorer son record, remporté pour la 5e fois consécutive le Monte-Carlo, mais il cale au départ et laisse filer au total 28 secondes dans la spéciale. On va revenir sur le départ de Mäkinen. Grâce à sa télémétrie, on s'aperçoit qu'après 100 mètres seulement, il a déjà enclenché le 4e rapport. 300 chevaux entre guillemets seulement pour ses WRC, mais près de 54 Nm de coupe pour le moteur d'une WRC. Pour comparaison, l'Impreza WRX, la version ultra sportive de la marque Subaru, a un couple de 30. Gilles Panizzi, lui, est maudit en principauté avant même le départ de la première spéciale. Il a été pénalisé d'1 minute pour un problème de GPS non signalé. Un mauvais choix de gomme le condamne dans le premier secteur. Il ne peut empêcher une petite touchette et perd 57 secondes sur Gronholm. 50 mètres, droite 100 plus, 80 mètres, gauche 95. Marco Martin découvre les Michelin dans ces conditions. L'Estonien signe le 8e temps à plus de 30 secondes du leader. C'est la seule nouveauté majeure de chez Ford, l'arrivée des pneus français.
8e, c'est désormais tout de même 1 point. Marcus Gronholm est donc le premier leader et déjà du travail pour Tommi Mäkinen afin de revenir sur les meilleurs. Loeb est 5e, Cédric Robert impressionne avec le 9e temps devant Panizzi 13e et Didier Auriol. C'est lui qui est 13e, Didier Auriol, pardon. J'ai Panizzi 16e. Renault vous offre 50 000 km de carburant pour l'achat d'une Scénic DCI. Alors roulez sans compter. Les jours DCI, c'est jusqu'au 31 janvier dans le réseau Renault. « 18 titres de champion du monde des rallyes. Pirelli. Célonet-Bréziers, la deuxième spéciale du Monte-Carlo, longue de 22 km. Là aussi, son tracé a été quelque peu modifié, mais la glace et la neige rendent ce secteur extrêmement glissant. Beaucoup de pilotes se sont fait surprendre dans cette spéciale par le passé, dont Tommi Mäkinen en 98. Depuis, le Finlandais s'est rattrapé. Il reste sur une série de 4 victoires consécutives en principauté, un record. En deux spéciales, Marcus Gronholm vient de frapper un grand coup et de saper le moral de ses adversaires. Au terme de Célonet-Bréziers, le Finlandais relègue son plus proche rival à près de 30 secondes, soit plus d'1 seconde de mieux au kilomètre. Deuxième temps pour Colin McRae, dont l'adaptation à la Xara semble déjà bien avancée. L'Écossais s'empare du même coup de la deuxième place du général, devant Peter Solberg. Carlos Sainz connaît un début de rallye un peu plus délicat. L'Espagnol se fait surprendre sur une plaque de verglas et va taper un mur ici. Sainz continue, mais il perd au total plus d'1 minute sur les meilleurs. Il est désormais 7e du classement général, à déjà 1 minute et 15 secondes de Marcus Gronholm. Line into 2 left minus, tightens early, 1 into short 3 right. Dans le même virage, autre victime, Peter Solberg, le Norvégien signe tout de même le 4e temps. Il est 3e du général. Ice, early flat, 6 left, 6 right minus, ice opens, 80, slow line is unseen, 2 left, bad ice, water inside, tightens 1 plus, tightens, opens half long, 80. Freddy Wax souffre dans les premières spéciales, ça commence par un tête à queue. Et un peu plus loin, le pilote belge va se faire une nouvelle frayeur en sortant extrêmement large. Après les 2 premiers secteurs chronométrés, Freddy Wax est 15e du classement général. De son côté, Cédric Robert réalise un excellent début d'épreuve, 9e temps de la première spéciale, 7e de la seconde. Le Français se place au 9e rang après 2 secteurs. Et lui aussi, pourtant, se sera fait une légère frayeur à cet endroit. Seulement une petite poignée de secondes de perdu. Tony Gallmeister est la première victime du Monte-Carlo. Un problème moteur survient dans la deuxième spéciale. C'est l'abandon. Il ne reste donc que l'Octavia de Didier Auriol en course. Le Français est 12e après 2 spéciales, à plus de 2 minutes du leader. Gronholm fait déjà mal à la concurrence. Derrière, c'est très serré entre McRae, Solberg, Loeb, Mäkinen et Burns. Sainz est 7e et le dernier point revient pour le moment à Marco Martin. Et Cédric Robert est à la porte des points. Marcus, êtes-vous surpris d'être en tête? Oui, un peu, parce que mon avance est importante. Je ne comprends pas les temps, en fait.
Comment étaient ces deux premières spéciales? Elles étaient assez délicates, il y avait de la glace et de la neige et pas mal d'endroits très glissants. Colin, nouvelle équipe, nouvelle voiture, vous semblez bien relever le défi? Oui, ça va pas mal pour le moment. Tout se passe bien, pas de problème, pas de frayeur, donc je suis très satisfait. On a perdu tellement sur Marcus. Je pense avoir essayé d'être intelligent, mais je pense qu'il attaque vraiment fort et qu'il nous prend à tous beaucoup de temps. Gilles, j'enlève la vis. Ah, attends. Pas vraiment une belle frayeur, mais suffisant pour perdre du temps. Je suis parti en tête à queue, j'ai pas pu me remettre dans le droit chemin tout de suite, il y avait de la glace, j'ai calé le moteur, typique pour Monte-Carlo. C'est le moment d'observer une deuxième pause dans ce résumé, à tout de suite. Valvoline. We make engines feel great. Au Monte-Carlo, le choix des pneumatiques est crucial. Toutes les équipes déploient énormément d'énergie pour trouver le meilleur compromis pneu-adhérence. Et pourtant, il est toujours possible de se tromper. Les conditions météo sont extrêmement changeantes en principauté, rendant l'adhérence et les conditions d'adhérence extrêmement précaires. Le choix de pneus est le facteur primordial ici. Ce sera très difficile de s'assurer qu'on a fait le bon choix, enfin le moins mauvais en fait. Cette année, les conditions sont celles d'un Monte-Carlo normal. Cela signifie que tu passes beaucoup de temps avec les mauvais pneus et ce n'est pas très amusant. Au Monte-Carlo, tout est une question de compromis. Il est possible de faire face à une spéciale totalement sèche par endroits et verglacée à d'autres. En slick, vous serez rapide sur le sec, mais vous serez à la merci de la moindre erreur sur le verglas. Pour limiter les risques, les équipes font confiance à leurs ouvreurs. Cette équipe donne les informations aux pilotes, aux copilotes et à moi-même. Elle donne les conditions d'adhérence auxquelles seront confrontés les équipages. Si le temps est changeant et qu'il commence à neiger, les ouvreurs sont très importants. Ils sont dans la spéciale et peuvent essayer les pneus sur la voiture. On doit mesurer précisément le pourcentage de portions sèches et de portions verglacées. Avec un peu de chance et en limitant les risques, il est possible de faire de très bons temps ou alors de vivre un véritable désastre. Dans la troisième spéciale, Marcus Gronholm va signer le 4e temps à 14 secondes du meilleur. Le Finlandais n'en reste pas moins en tête de l'épreuve avec 30 secondes d'avance sur le deuxième. Et le petit signe que la confiance est au rendez-vous chez le Finlandais. Depuis le départ, Sébastien Loeb avait toujours été battu par Colin McRae. Le Français remet les pendules à l'heure avec brio. Il signe le meilleur temps. Et sur gauche, 140 moins. Gauche, 140 moins, ouvre les droites, 130 bons. Droite, 130 bons sur Gauchy. Gauchy sur droite, frein pour 80 mètres, gauche, 120 bons long. Droite, frein pour 80 mètres, gauche, 120 bons long. Ok, sur droite, 120 bons. Et 14 secondes de mieux que Marcus Gronholm dans la spéciale pour la star française. Mäkinen est en proie à des problèmes de frein. Ils voient ainsi l'occasion de remporter une 5e victoire consécutive en principauté lui échapper. Le Finlandais est désormais 9e, à la porte des points certes, mais à près de 2 minutes du leader. Cédric Robert en profite pour s'emparer de la 8e place. Gronholm compte désormais une demi-minute d'avance sur Colin McRae. Peter Solberg et Sébastien Loeb sont au coude à coude. Auriol est 11e et Panizzi 16e. Et vous voyez, Cédric Robert est rentré dans les points. 4e spécial, 2e passage dans Célonais-Bréziers. Gronholm renoue avec ses bonnes habitudes en signant sa 3e victoire de spécial depuis le départ du rallye. Le Finlandais compte maintenant 46 secondes d'avance sur le deuxième. Et là encore, vous allez le voir, la décontraction et de rigueur, le petit signe public, le petit sourire, et on continue. C'est quand même le meilleur temps. Solberg lui fait le forcing pour revenir sur Gronholm, et dans la 4e spéciale, il va un peu au-delà de la limite. Il va taper la barrière. Et là, forcément, sous les yeux de la caméra, ça va être difficile d'expliquer à David Lapoers que c'est pas de sa faute. Le Norvégien repart et il signe tout de même le 2e temps, ce qui est assez incroyable.
et il conserve la deuxième place du classement général. 30, 3 plus left long, ice. 40, 3 miles slow line. Et là ici on se fait surprendre un petit peu chez Ford, avec notamment le tête à queue de Marco Martin. Moteur calé en plus, l'Estonien va perdre beaucoup de temps. Il y en a un autre pilote Ford qui va se faire surprendre de la même façon au même endroit. Il s'agit de François Duval. Il faut beaucoup d'expérience pour réaliser un Monte-Carlo dans de bonnes conditions, car c'est un rallye qui demande beaucoup de métiers. Et bien François Duval découvre un petit peu ce métier. En tout cas il est déjà excellent. Malheureusement pour lui, il se fait piéger sur un des classiques au Monte-Carlo. Il va endommager sa roue dans cet incident et perdre de précieuses minutes. Et même lorsque l'on a beaucoup d'expérience, on peut se faire surprendre. C'est le cas de Colin McRae, il va perdre 30 secondes lors de cette erreur. Et il a 2 places également, il est désormais 4e du classement général. Troisième temps pour Richard Burns, l'Anglais revient à moins de 2 secondes de McRae, mais il accuse déjà un retard d'1 minute et 30 secondes sur Gronholm. Gronholm est toujours en tête, Loeb signe le 4e temps dans la spéciale et il s'empare de la 3e place aux dépens de McRae. Robert est toujours dans les points. Peter, la voiture a l'air un petit peu endommagée. Que s'est-il passé? Ouais, j'étais peut-être à 5 km/h et j'avais tout vraiment sous contrôle. J'ai juste été sur de la glace et j'ai tapé la barrière sur le petit pont. Ça m'a arrêté pendant à peu près 20 secondes. J'ai pas pu redémarrer proprement, mais après je suis reparti à fond. Effectivement, il est reparti à fond puisqu'il a signé le 2e temps de la spéciale. Et les mécaniciens de chez Subaru vont s'affairer pour réparer le plus vite possible la voiture. Ils ont 20 minutes. Malheureusement, ils vont dépasser un petit peu le temps qui leur est imparti. Solberg sera pénalisé de 40 secondes. Que s'est-il passé dans la 4e spéciale? On se fait un demi-tête à queue. J'ai calé le moteur. J'ai pas pu enclencher la marche arrière. Donc on a perdu vraiment beaucoup de temps. Et oui, il n'est pas le seul à s'être fait surprendre, Colin McRae. Tous les équipages se sont fait une énorme frayeur sur ce Monte-Carlo. Et dans les autres épreuves également, ça fait très longtemps que ce rallye est extrêmement piégeux. Tous les pilotes le savent, les conditions verglacées sont toujours extrêmement compliquées, surtout quand on passe dans des spéciales comme celle-ci, où la plus grande partie de la spéciale est totalement sèche. Dans la 5e spéciale, Sébastien Loeb va signer le meilleur temps une nouvelle fois. Il va devancer Carlos Sainz de 17 secondes et 7 dixièmes. Loeb en profite pour s'emparer de la 2e place. Du côté de Peugeot, Marcus Gronholm ne signe cette fois pas le meilleur temps. Il est 3e. Il conserve toutefois la 1re place avec une marge de 37 secondes 3 sur Sébastien Loeb. Et le Finlandais aussi se fait une énorme frayeur à cet endroit, sur ce petit pont extrêmement délicat. Mais il peut continuer et est toujours en tête. Et j'ai tapé la barrière sur le pont, c'était vraiment très glissant, il y avait de l'eau et bon bah je t'ai tapé dessus hein. Carlos Sainz également s'est fait une petite excursion hors piste, mais l'Espagnol va signer le 2e temps, doublé Citroën sur cette spéciale. Sainz qui remonte au classement, il est désormais 5e à 1,56 du leader. Armin Schwarz également en action et en difficulté sur ce Monte-Carlo. L'Allemand perd beaucoup de temps dans ses spéciales. Il a beaucoup de mal à conserver la Hyundai sur la piste. Énorme frayeur ici, mais l'Allemand continue. Et cette 5e spéciale va être maudite pour le clan Subaru. On suit ici Peter Solberg qui va se faire piéger à nouveau au passage d'un pont. Il tape extrêmement violemment une barrière, c'est l'abandon. Je suis arrivé sur cette route, il y avait indiqué que c'était glissant dans mes notes et
J'étais dans mon siège, j'ai pris le pont, j'ai tout cassé. Mais tout le monde a vu ce que j'ai fait, tout le monde fait également ce genre d'erreur ici. Et Tommi Mäkinen va également être contraint à l'abandon après une sortie de piste. Il n'y a plus de Subaru en course après 5 spéciales. Beaucoup de pilotes parlent de loterie pour le choix de pneus. Est-ce que vos pilotes avaient fait un mauvais choix? Non, en ce qui me concerne, j'ai envie de dire non. On ne connaît pas vraiment toute l'histoire de ce qui s'est passé de cette spéciale, de ce qu'on a gagné ou de ce qu'on a perdu, mais le choix de pneus est forcément très difficile et beaucoup de pilotes utilisent les mêmes pneus, donc je ne pense pas qu'on connaisse toute l'histoire. Mon départ de l'année, non, effectivement, on est venu ici à Monte-Carlo et on avait dit que ce serait ou le champagne ou les larmes. Pour l'instant, c'est les larmes. Il est assez pragmatique, hein, David Lapoers. Dernière spéciale de la journée, la 6e, plan de Vitrolles jusqu'à Fey 2, 47 km 3. C'est cette même spéciale qui avait vu l'abandon des 2 pilotes Subaru. Et bien dans cette spéciale, c'est Sébastien Loeb qui va signer le meilleur temps à égalité avec son coéquipier Colin McRae. Le bilan, c'est qu'en fin de première étape, et bien Sébastien Loeb est le seul à résister à Marcus Gronholm. 20 secondes 6 d'écart seulement entre les deux hommes. Colin McRae repoussé à plus d'1 minute. Richard Burns à 1,53. Carlos Sainz à 1,55. Il y a en tout cas 5 voitures françaises aux 5 premières places. Et sachez que les voitures tricolores n'ont pas gagné à Monte-Carlo depuis 18 ans. C'était à l'époque des 205 Turbo 16. Espérez donc que cette édition 2003 leur porte chance. Et puis, si vous avez de la chance également, on vous propose de jouer à un petit jeu. Il faut également connaître un petit peu le rallye. Vous pouvez gagner un jeu vidéo WRC2 sur PlayStation. En quelle année s'est tenu le premier rallye de Monte-Carlo de l'histoire? Réponse A 1911, réponse B 1968, réponse C 1985. C'est très simple, je vous rappelle juste pour vous donner une indication que c'est le plus vieux rallye du monde. Je ne peux pas en dire plus. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve bien sûr sur l'antenne d'Eurosport pour la saison complète du championnat du monde des rallyes et pour ce fabuleux rallye de Monte-Carlo. Salut. Il rentre chez lui à Sospel et il se repose. On espère qu'il va se remettre de ce rallye, mais on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, sauf qu'il était incapable de conduire pendant le rallye. Et ça devenait presque dangereux de l'avoir au volant de la voiture. Ça devenait presque dangereux. Hier, à Tallard, on avait hésité à le faire repartir. Il avait 8 de tension. Après le regroupement, 1 heure de repos. Sa tension était remontée à 11,5 et les médecins nous ont donné le feu vert. On l'a laissé repartir. On pensait qu'une nuit de repos ici à Monte-Carlo allait le remettre en forme. Mais non, ça n'a pas été le cas et il valait mieux qu'il arrête. Et malheureusement, les déboires pour l'équipe Peugeot n'était pas terminé puisque dans la spéciale suivante, c'est le leader Marcus Gronholm qui est sorti de la route. Il a endommagé la direction de sa 206 WRC. On voit ici la sortie de Marcus Gronholm qui va taper le mur de neige, une guillette de direction cassée et Marcus a perdu une bonne trentaine de minutes pour remettre la voiture en état. Il a pu repartir mais ce soir il est 15e du classement général. François. Il a fait quelque chose d'extraordinaire Marcus parce qu'après il n'a pas cassé la vignette, il l'a tordue. Alors il a d'abord essayé de continuer comme tout pilote, puis il a vu que c'était impossible, la roue était vraiment dans tous les sens, et puis il l'a changé. Il n'a pas bien remis les boulons, mais il a quand même réussi à finir et à faire le 4e temps scratch dans la spéciale suivante. Donc il nous a fait un très beau sauvetage. Malheureusement, la première place n'était plus en jeu. François, je vous propose immédiatement de repartir dans les spéciales de cette deuxième journée du rallye Monte-Carlo. La première spéciale a été tout simplement annulée pour des raisons de sécurité. Il y avait trop de spectateurs sur le bord de la route et tout a donc débuté un peu plus tard, ce matin même. Le résumé est préparé par Frédéric Robat, bien entendu. Et nous voilà donc au départ de cette 8e spéciale du rallye, la première de la journée. Gilles Panizzi a la lourde tâche d'ouvrir la route puisque l'ordre des départs est fixé par le classement général dans l'ordre inverse pour les 15 premiers. Et Gilles Panizzi, il concède énormément de temps dans ce premier chrono. Le pilote français est souffrant depuis la veille. Il a notamment de grosses baisses de tension et ne parvient pas à se libérer. 2 minutes 27 de perdu sur la référence dans cette spéciale. Panizzi, on le voit, qui souffre beaucoup au volant de sa 206. Et le pilote azuréen sera retiré de la compétition par son écurie au terme de cette matinée. Excellente performance pour Didier Auriol compte tenu du retrait de sa machine. Didier réalise le 10e temps. 33 secondes seulement de retard sur l'auteur de la meilleure performance dans cette spéciale, alors que l'on égrène toujours
les concurrents dans l'ordre de leur passage. On retrouve d'ailleurs le pilote allemand Armin Schwarz, puis Marco Martin, l'Estonien, qui signe de belles performances en cette matinée. 4e temps pour le pilote de la Ford Focus. Sur asphalte sec, il se sent beaucoup mieux. Les choix de pneus, c'est vrai, étaient difficiles hier et son manque d'expérience n'a pas joué en sa faveur. Ce qui n'est pourtant pas le cas de Richard Burns, qui a également eu de grosses difficultés. Il ne signe que le 7e temps dans ce chrono et renonce à 15 secondes sur le pilote le plus rapide. Il pointe même derrière le premier privé de l'épreuve, Cédric Robert, à la 6e place, aux commandes d'une 206 WRC, dont les évolutions sont moindres. Voilà, à présent les pilotes Citroën, toujours dans l'ordre de passage avec ici Carlos Sainz, 5e temps, juste devant Cédric Robert, 6 secondes de différentiel entre le pilote Peugeot et son adversaire de l'écurie Citroën. Carlos Sainz qui a augmenté légèrement le rythme mais qui se trouve toujours idéalement placé au classement général. 4e position pour l'Espagnol. Et cela tandis que Colin McRae préserve lui aussi son excellente place au classement général. Il est 3e, le pilote écossais, même s'il est loin de son jeune équipier français Sébastien Loeb, qui a fait parler la poudre lors des 2 dernières spéciales d'hier soir. On sent Colin McRae très concentré, mais on sent également que la Citroën semble facile à piloter. Démonstration avec Sébastien Loeb. Gauche 120 moins 1000, gauche 120 moins 1000, 150 mètres. Au panneau, gauche 133 moins léger coulé glace, frein pour droite sans fiche pas corde. Au panneau, gauche 133 moins léger coulé glace, frein pour droite sans fiche pas corde. Et c'est Sébastien Loeb qui signe le meilleur temps avec 18 minutes et 8 secondes sur les 25 km 14 de ce chrono d'ouverture. Voilà qui lui permet de réduire l'écart avec Marcus Gronholm de façon notable. Il n'y a plus que 12 secondes 8 de différentiel entre Sébastien et Marcus. Et on va d'ailleurs se rendre compte rapidement du temps perdu par le pilote finlandais qui avait annoncé avant même le départ de cette épreuve qu'il serait vraisemblablement surclassé par Loeb, spécialiste de l'asphalte s'il en est. Et même si Gronholm a prouvé depuis quelques années que lui aussi se débrouille pas mal sur ce type de surface, il reconnaît aisément qu'il n'en est pas un spécialiste. La 206 en revanche est une des 2 montures idéales aujourd'hui pour affronter ce terrain. La preuve, c'est que les 3 premières places sont occupées par les Peugeot et les Citroën. Et voilà le classement général au terme de cette première spéciale de la journée, avec toujours en embuscade les 3 Xara WRC qui menacent maintenant de plus en plus, en tout cas pour celle de Sébastien Loeb, la position dominante de Marcus Gronholm, qui tente aujourd'hui de limiter les dégâts. On se retrouve maintenant dans la 2e spéciale de la journée, le 9e chrono depuis le début du rallye. On passe notamment ici par le col de Blaine. Une spéciale très piégeuse. On a vu passer Mirko Hirvonen, c'était son dernier passage puisqu'il va sortir dans ce chrono. On voit ici la Hyundai Accent WRC de Freddy Loax qui est passé au ralenti et qui sort de la route quelques centaines de mètres plus loin. Abandon pour Fast Freddy, le jeune pilote belge qui ne verra pas l'arrivée de ce rallye Monte-Carlo. Les conditions, vous avez pu le découvrir, étaient terribles dans le col de Blaine. Les choix de pneumatiques du même tonneau et il ne fallait pas se tromper. Malheureusement, il n'y avait qu'une solution: oser affronter la glace avec des pneus inadaptés. Et regardez ce qui arrive à Marcus Gronholm. Une petite sortie à faible vitesse et pourtant les 2 roues qui se trouvent sur le côté droit de la 206 ont souffert dans l'opération. Marcus s'arrête pour vérifier l'ampleur des dégâts car il sent la voiture très différente de ce qu'il avait connu les minutes précédentes. Et en plus d'une géométrie variable, la 206 souffre également de problèmes de direction. Et même si Marcus va y trouver une solution provisoire, il faut continuer, fermer cette spéciale, malgré le retard qui s'accumule et les réactions incompréhensibles des spectateurs
qui jettent des boules de neige pour marquer leur dépit sur la 206, alors qu'ils n'ont pas remarqué que la voiture avait été blessée lors d'un contact avec la muraille. Il ne s'agissait bien évidemment pas là d'une manœuvre d'assurance au maximum, car Gronholm, en règle générale, sait faire le spectacle. Et d'ailleurs, dès le chrono suivant, il retrouvera un rythme normal. Son équipier Richard Burns est lui très en dedans. Il est en train d'aborder les derniers kilomètres de ce chrono. Nous sommes dans les clous des Glins. Et le Britannique n'a pas trouvé le bon rythme pour aborder cette difficulté du parcours. On va d'ailleurs s'en rendre compte rapidement à l'observation de la caméra embarquée de Colin McRae qui lui passe sans encombre. Et on va le voir à quelle vitesse. Preuve est faite et Richard Burns va concéder 1 minute 45 sur le pilote le plus rapide dans ce chrono. Ce qui sera loin d'être le cas de Marco Martin qui est toujours sur le bon rythme. Quant à Roman Cresta qui avait terminé de cette manière le rallye 2002, eh bien il est très bien placé puisqu'au classement général il figure en 7e position avec sa 206 WRC du team Bosian, voiture privée. 7e mais à 48 secondes de Cédric Robert à voiture égale, alors qu'un autre représentant de l'équipe Rallye Jeune est en tête de l'épreuve, Sébastien Loeb, qui a signé encore une fois le temps scratch dans cette spéciale. Décidément, le jeune pilote français sait précisément où il faut frapper, là où ça fait mal. Et Sébastien Loeb prend la tête du classement général, tandis que Marcus Gronholm termine ce chrono à la 35e position avec une trentaine de minutes de retard sur le pilote le plus rapide. Dernier chrono de la journée à présent, le 10e du rallye, celui de Saint-Antonin, 2e passage donc dans cette spéciale. Et Marcus qui a fait, on l'a dit, une réparation de fortune sur sa 206, il croit dur comme fer. Il revient avec le couteau entre les dents et il signe, tenez-vous bien, le 4e temps malgré cette roue avant droite baladeuse. Gros cœur du côté de Marcus Gronholm. Grosse motivation également pour le Finlandais qui voit cependant la victoire lui échapper. Impressionnant également en cette fin de journée, Didier Auriol, 8e temps dans ce chrono. Il devance Richard Burns. Un rythme exceptionnel pour Auriol compte tenu du retrait de sa voiture. Et il se permet également de reprendre un peu de temps sur un de ses principaux adversaires, Armin Schwarz. Tandis que Cédric Robert obtient, lui, la 7e position dans ce chrono. Et puis toujours à souligner les performances de Marco Martin, cette fois 3e temps. Très en confiance le pilote estonien dans cette spéciale. 46 right, 5 left, go 53 plus left. 44. Deux chronos qui permettent à Martin de passer en 4e position au classement général devant Richard Burns. Belle opération chez Ford. Tandis que Citroën, bien évidemment, sera tenté d'assurer ce triplé de tête. Carlos Sainz obtient lui son premier temps scratch au volant de la Xara WRC dans cette 10e spéciale. Colin McRae est juste derrière lui à la 2e place dans ce chrono, position qu'il occupe également au classement général derrière l'homme de cette journée, Sébastien Loeb, qui tient les rênes du rallye maintenant pour 1 minute et des poussières. De quoi voir la journée de demain avec plus de sérénité. Sébastien Loeb copiloté par le monégasque Daniel Elena qui a réalisé une très belle journée même si sa position dominante a été favorisée par les problèmes de Marcus Gronholm. Et voilà le classement général au terme des 10 premières spéciales de ce rallye Monte-Carlo. Les pilotes Citroën sont donc sur orbite pour la journée de demain. En revanche, chez Peugeot, rien ne va plus. Mais François, c'est un bilan plutôt négatif d'ores et déjà, malheureusement pour vous. Mais doit-on uniquement invoquer la malchance? Non, la malchance existe peu, à mon avis, en sport automobile. Et Marcus a pris avec nous un risque peut-être de gomme qui était un peu trop dur. Et puis il a fait cette petite touchette. Voilà, c'est la vie du rallye. On était
en tête du rallye de Monte-Carlo. On avait la pression de Sébastien Loeb qui va très très vite sur le goudron. Marcus est un peu moins spécialiste, même s'il a montré que maintenant il allait très vite. On n'allait pas s'endormir et se dire on assure, non, on a joué la victoire, on devait le faire. Et le chrono qu'il est allé signer à la suite de sa réparation de fortune, c'est fantastique. Ça c'est éblouissant, c'est incroyable, parce que vous savez, il y a des entretoises à remettre quand on met la rotule. Marcus a voulu faire ça très vite, il savait qu'il allait être dans le délai de mise hors course. Il n'a pas remis les entretoises, il a mis simplement l'écrou et la roue battait. Et quand les mécaniciens ont vu la voiture à l'arrivée, ils n'en croyaient pas leurs yeux. Et il avait fait le 4e temps avec une roue qui allait dans tous les sens. Bon, c'est vraiment la preuve d'un engagement personnel extraordinaire. Mais je crois qu'il n'est pas champion du monde pour rien. Richard Burns, assez décevant tout de même. Il a chuté à la 5e place. Un peu décevant. Il n'est pas bien. Il n'est pas bien. Il a associé un choix de pneus tangent et un choix de suspension aussi tangent. Les deux se sont associés. Il a perdu un peu confiance. Là encore, c'est le rallye de Monte-Carlo. Il est dans une course. Richard, il savait qu'il partait pas forcément pour la gagne. Bon, il a eu un peu des soucis. D'habitude, Peugeot, après le rallye de Monte-Carlo qui se passe plutôt mal pour vous avec la 206 depuis le début, d'habitude Peugeot redresse la barre par la suite et va décrocher le titre constructeur. Cette année-ci, en revanche, ça risque d'être un peu plus difficile parce qu'il y a Citroën, un sacré client, et en plus de ça, il y a une nouvelle attribution des points avec des points attribués aux 8 premiers de chaque Grand Prix, de chaque rallye, pardon. C'est clair que la réglementation a changé, rien ne sera facile. Le sport automobile, comme tous les sports de très haut niveau, est difficile et ça ne sera pas facile, mais ce qui est clair, c'est qu'on va se battre jusqu'au bout. On a vraisemblablement, le rallye n'est pas fini, perdu une bataille. La guerre est encore longue, donc ce qui est sûr, c'est qu'on va se battre. François, je vous propose maintenant d'écouter les réactions de tous les pilotes francophones, des réactions qui, bien sûr, ont été recueillies par Frédéric Robat et Andrea Montali. Bah oui, bilan très positif. 3 Citroën en tête du rallye pour l'instant, avec moins de vent. C'est l'idéal, hein, je veux dire, pour nous, c'est ce qu'on peut rêver de mieux. C'est vrai que ça a été une journée difficile, avec une spéciale dans le Blen très très piégeuse. On avait commencé à remonter sur Marcus, on était à 12 secondes 8 avant le Blen, et dans le Blen, a priori, d'après ce que j'ai entendu, il a commis une erreur et il a tordu un triangle ou il a cassé une biellette qu'il a réparé par après, donc il a perdu énormément de temps et on a pris la tête. C'est sûr que nous on était à la limite aussi, il y a 2-3 fois où ça a été chaud, c'était vraiment la bagarre à la seconde et il a commis une erreur, ça arrive. J'imagine que tu aurais préféré que ça se passe naturellement à la régulière? C'est sûr, mais bon, moi non plus, j'étais pas à l'abri de faire une erreur. On se mettait quand même mutuellement la pression depuis hier. Quelques fois, on donnait le maximum de nous-mêmes. De temps en temps, c'était chaud, ça passait près. Lui aussi, a priori. Et puis voilà, c'est sûr que si la bagarre avait duré demain encore, ça aurait été sympa. Mais de toute façon, le rallye n'est pas fini. Les autres sont à 1 minute derrière. Demain, il y a encore des spéciales qui sont pas forcément faciles. Il va falloir assurer, mais pas trop quand même. Il y a justement la difficulté maintenant d'assurer cette position et c'est pas toujours évident. Non, c'est pas évident. C'est surtout quand il y a des conditions piégeuses comme ça où il faut trouver un rythme, il faut réussir à adopter un rythme, oser quand même attaquer un petit peu mais sans en faire de trop. Donc ça, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Hein. Souvent, je roule avec cette voiture, donc c'est vrai que si j'étais pas premier privé, je l'aurais un petit peu mauvaise. Donc j'essaye de faire mon métier le mieux possible et en tout cas on prend un pied extraordinaire dans la voiture. On fait extrêmement plaisir et tout va bien. Mes ouvriers ont fait un travail à merveille avec chez Bosian, Bruno qui est l'ingé. On s'entend vraiment bien et on sait dans quelle direction aller et on essaye de faire progresser la voiture pour l'adapter un petit peu à mon pilotage. Et c'est pas facile pour lui parce que c'est vrai que j'ai un pilotage un petit peu spécial, un petit peu heurté. Ça fait plaisir aux spectateurs, mais il s'arrache un petit peu les cheveux. J'ai vraiment roulé très très calme pour être à l'arrivée. Bon, on a perdu beaucoup de temps sur les autres. C'était important d'être au bout. Et ici, dans la 4e spéciale, on a fait un bon temps. Donc ça va de mieux en mieux. On cherche des réglages qui conviennent bien à mon pilotage. Quelles sont vos possibilités pour l'étape de demain? On a assez serré avec Armin Schwarz, DJ Oriol et Cresta. On est tous dans 20-25 secondes, c'est très peu. Et bon, demain, le problème, c'est que ça va être des spéciales qui connaissent par cœur DJ, Armin, et ça va être difficile demain. Qu'est-ce qu'on peut dresser comme bilan de cette journée? Pour nous, on est très, très satisfaits. Je crois qu'aujourd'hui, on a eu des petits soucis et malgré tout, on a fait de très très bons temps.
Ce qui veut dire que la Skoda a beaucoup progressé sur l'asphalte, puisqu'avant vraiment ils étaient complètement largués, les pneus, on détruisait les pneus, or que maintenant les pneus ils sont tout neufs. La voiture est assez facile à conduire. Bon, on est limité parce que c'est la voiture aujourd'hui. L'Octavia est à bout de développement, c'est une ancienne génération. Mais globalement, les temps en dernière spéciale, on arrive à se rapprocher presque à une demi-seconde au kilomètre. Donc ça, c'est prometteur pour l'avenir. On vient d'entendre Cédric Robert, le pilote d'essai de l'équipe Peugeot. Il est 6e du classement général et premier pilote privé, pas très loin de Richard Burns. Il réussit un très bon rallye, Cédric Robert, n'est-ce pas, François? Formidable, extraordinaire. Il fait vraiment... On est sûr que c'est un très grand pilote du futur, mais il fait encore mieux que ce qu'on pensait. François, parlons maintenant un peu de votre rôle de team manager chez Peugeot. C'est une reconversion qui vous plaît? Vous avez trouvé vos marques à présent? Oui, ça me plaît complètement parce que c'est voir l'autre côté du sport automobile. Quand on pilote, on en voit une des facettes, la facette la plus agréable et la plus excitante, la plus formidable. Mais il y a tout ce qu'il y a derrière et maintenant je suis en train de regarder l'envers du décor et des fois je me dis mais qu'est-ce que je leur ai fait quand je vois ce que me font les pilotes maintenant. Vous suivez le championnat Super 1600? Je le suis peu parce que j'ai pas le temps. Malheureusement, le championnat du monde WRC, c'est terrible, c'est 14 épreuves. On est beaucoup parti. Je sais ce qui s'y passe, mais j'ai pas beaucoup le temps de m'en occuper. Il ne s'est pas passé grand-chose aujourd'hui. Les pilotes n'ont disputé qu'une seule spéciale. Les deux dernières de la journée ont été annulées pour cause de bouchons sur l'autoroute de Nice. Et puis il y a tout de même eu un rebondissement. Carlson, qui était en tête hier soir, a été mis hors course pour excès de vitesse. Il a dépassé la limitation de 70 km/h, rien que ça. Et c'est donc ce soir Brice Tirabassi qui est en tête au volant de la Renault Clio. Tirabassi qui réalise donc une super performance. Il pointe en tête de la catégorie junior WRC devant Katajamaki sur l'Apollo. Ligato est 3e au volant de la Fiat Punto et on pointe au 4e rang Broccoli avec l'Opel Corsa. Mais le plus rapide des pilotes de la catégorie Super 1600, c'est Simon Jean-Joseph. Il est 13e du classement Scratch, mais Jean-Joseph ne participe pas au championnat junior WRC. Là, vous découvrez le classement justement de ce championnat junior WRC. François, merci beaucoup d'être venu sur notre plateau pour cette émission spéciale. C'est moi qui vous remercie. Quant à nous, on se retrouve demain dès 20h30 pour Dimanche Mécanique, bien entendu. Et demain, le rallye de Monte-Carlo se termine avec 4 spéciales au programme, 105 km à disputer. Ça commence à 9h15 par la spéciale Sospel-Turini-La Bolène. Les pilotes partiront ensuite dans Lantosque-Lucéram. Ils répéteront à 2 reprises les spéciales de demain et l'arrivée sera jugée aux alentours de 14h40 sur le port de Monaco. Encore une fois, merci beaucoup François, à très bientôt j'espère sur le plateau de Dimanche Mécanique. On se retrouve donc demain aux alentours de 20h30. Nous reparlerons bien entendu très longuement du rallye de Monte-Carlo. Intermédiaire et ça c'est pas évident. Sébastien Loeb a dominé ses illustres équipiers, 2 champions du monde, Colin McRae, mais également Carlos Sainz qui termine aux 2e et 3e places. Les 2 nouveaux équipiers de Sébastien Loeb ont été très impressionnants durant ce week-end. Ils ont fait un bon rallye, c'est des pilotes d'expérience qui n'ont plus rien à prouver. C'était au contraire à moi de prouver ce que je savais faire. Et j'ai prouvé que je pouvais me battre avec eux, voire être devant, en tout cas sur l'asphalte déjà, en Monte-Carlo. Donc je suis content et bon, c'est vrai qu'ils ont fait un bon rallye aussi et bon, toute l'équipe est super contente. Citroën réussit donc le triplé dans ce rallye Monte-Carlo, un triplé pour bien débuter la saison. C'est sûr que pour Citroën, ils ne pouvaient pas rêver mieux. On finit avec les 3 voitures qui étaient engagées au départ sur le podium, toutes les 3, donc les 3 premières places, c'est ça pour un constructeur, c'est pas tous les jours, donc c'est vrai qu'ils doivent être super contents. C'est un résultat fantastique pour toute l'équipe, pour le team, pour les pilotes, pour les copilotes, pour les sponsors, bien entendu, Michelin, Total. C'est sûr que c'est vraiment une journée fantastique, mais il ne faut pas perdre de vue que le championnat, c'est 14 rallyes. Il y a bien entendu des rallyes que nous n'avons jamais fait. On manque d'expérience sur un certain nombre d'épreuves. On est une jeune équipe. On vient d'embaucher de jeunes mécaniciens pour la 3e voiture. Il va falloir les former, les intégrer. Ça va être un travail difficile. Et je sais que nous aurons des moments difficiles parce qu'on se bat contre des équipes qui sont vraiment redoutables et qui ont des moyens et de l'expérience.
Mais pour l'heure, l'ambiance est bien sûr à la fête du côté de chez Citroën. Vous avez sans doute suivi nos émissions spéciales sur TMC vendredi et samedi soir. Souvenez-vous, hier soir, Sébastien Loeb disposait d'1 minute 8 secondes d'avance sur Colin McRae, le deuxième du rallye. Il restait 4 spéciales à parcourir aujourd'hui avec 2 passages dans le monument du rallye Monte-Carlo, dans le Turini. Et c'est ces 4 dernières spéciales que Frédéric Robat vous raconte maintenant en images. Rien n'aura donc empêché Sébastien Loeb et Daniel Elena d'obtenir leur 2e victoire mondiale. Succès en forme de revanche sur l'épreuve disputée l'année dernière où les Français s'étaient vus retirer leur victoire sur le tapis vert. Un triomphe pour Citroën qui place ses 3 voitures sur le podium, McRae 2e devant Carlos Sainz. Sur 14 spéciales, les hommes du chevron en ont raflé 10. Si la victoire n'était qu'une question de temps pour Loeb, cette dernière étape a été animée par la lutte entre Carlos Sainz et Marco Martin. L'Espagnol a arraché sa 3e place à l'Estonien dans le dernier chrono du rallye. L'autre grosse confrontation du jour opposait Cédric Robert à François Duval pour la 6e place et c'est finalement le Français qui a conservé l'avantage pour 4 dixièmes de seconde. Pour son arrivée officielle pour un championnat complet en WRC, Citroën frappe fort en plaçant Loeb, McRae et Sainz aux 3 premières places sur le podium. On pointe au 4e rang l'Estonien Marco Martin et qui réussit un très beau rallye. 5e place pour Richard Burns, à nouveau quelque peu décevant. Et puis Cédric Robert qui réussit une superbe performance en se classant 6e. A noter que Duval est 7e, Schwartz 8e. Les 8 premiers marquent des points depuis cette année en championnat du monde des rallyes. Et à noter également la 9e place de Didier Auriol. Tout à l'heure, dans la 2e partie de Dimanche Mécanique, aux alentours de 22h30, nous reviendrons très longuement sur cette 71e édition du rallye Monte-Carlo. Un rallye dans lequel il y avait également le championnat junior WRC. La course a été remportée par un Français, Brice Tirabassi, qui découvrait la Renault Clio Super 1600. Et pour une découverte, il l'a transformée en victoire. Tirabassi est allé arracher son premier succès en mondial dans la catégorie. Il offre également la première victoire mondiale à la Renault Clio, une voiture préparée par l'équipe de Hugues de Chaunac, le team Oreca. A noter également que Simon Jean-Joseph, ici à l'image, était le plus rapide des pilotes de la catégorie Super 1600, mais lui, il ne participe pas à la totalité du championnat junior WRC. La semaine prochaine, dans Dimanche Mécanique, nous vous proposerons un résumé complet de la catégorie JWRC avec Brice Tirabassi qui nous fera l'honneur de venir nous rendre visite sur le plateau. Une dernière petite information rallye avec l'Arctic Rally qui s'est disputé ce week-end. Il a été remporté par Janne Tuohino, mais il y avait un hôte de marque dans cette épreuve, Mika Hakkinen, qui débutait au volant d'une WRC. Eh bien, il a concédé 5 secondes au kilomètre au plus rapide, celui qui le plaçait au milieu des pilotes de voitures Groupe N d'Euromotrice, comme quoi il n'est pas si simple de passer de la Formule 1 au rallye. On reste sur la glace à présent avec le 5e rendez-vous de l'année du Trophée Andros. Ça s'est déroulé ce week-end dans la station de Serre-Chevalier et Frédéric Robat vous raconte en images les bagarres dans la catégorie élite et promotion. Jean-Noël Langtuet est un des grands vainqueurs de ce week-end à Serre-Chevalier. Le pilote parisien remporte la journée d'aujourd'hui et se hisse à la 2e place du classement général du Trophée Andros. Carlo, le pilote Ford Marco Martin, Richard Burns termine 5e et puis au 6e rang Cédric Robert. Cédric Robert est le premier privé et il nous a fait l'honneur d'être présent ce soir sur le plateau. Bonsoir Cédric. Bonsoir. Et félicitations pour cette magnifique position, 6e place et premier privé. C'est vraiment une course qui a été assez chaude et vous terminez à 2 minutes de Richard Burns, le pilote officiel qui lui dispose d'une voiture d'usine alors que vous disposez d'une 206 version 2000. Oui, c'est l'approche, je pense, d'une grande fiabilité de la 206 WRC, autant dans la version officielle que dans la version client. Et c'est vrai qu'on a fait une belle course. Et vous nous avez offert un final de toute beauté aujourd'hui, puisque vous terminez à 4 dixièmes devant François Duval. Il y a eu une énorme bagarre dans cette dernière étape avec le pilote belge de chez Ford. C'est vrai, François Duval est venu me chercher, grappiller des secondes. Il a fait une
une très très belle dernière journée et ça a été vraiment chaud pour le contenir. Un choix de pneus un petit peu hasardeux dans les 2 premières spéciales de la journée. Et puis après, il a fallu cravacher et malgré tout, on gagne on reste à la 6e place pour 4 dixièmes. Et c'est vrai qu'à l'arrivée, je ne savais pas trop si on allait être devant ou derrière, mais heureusement pour nous, on était devant. Et là, on voit des superbes passages avec vous au volant. On a vu qu'il y a eu de la neige, de la glace, du sec, de l'humide. C'était un Monte-Carlo difficile? Très très difficile. On avait énormément de glace où on était en pneu N, c'est-à-dire du pneu pour l'asphalte sec. Et quelquefois, on était avec des pneus clous sur l'asphalte sec. Enfin, c'était très très difficile. Sur la glace, il faut savoir aller très doucement et je crois que c'est vraiment la difficulté du rallye Monte-Carlo, c'est d'aller doucement justement. Oui, justement, Marcus Gronholm disait que c'était un rallye qu'il n'appréciait pas tellement parce qu'il y a des endroits où il fallait aller doucement et lui il n'aime pas, il préfère attaquer et toujours aller vite. C'est votre cas également? Oui, c'est vrai, mais je pense que Marcus n'aime pas trop le rallye Monte-Carlo. Je pense que si je faisais le rallye de Finlande, j'aimerais pas trop parce qu'on est au milieu des arbres à 200 km/h, donc chacun a un petit peu sa spécificité. En tout cas, moi, c'est un rallye que j'affectionne. Cédric, le Super 1600, vous connaissez bien sûr la catégorie. Vous avez eu l'occasion de vous y intéresser un peu lors du Monte-Carlo? C'est vrai, je regarde, surtout que Brice Tirabassi va être de nouveau, et Simon Jean-Joseph, un concurrent dans le cadre du Super 1600 en France. Et donc, il faut toujours regarder, voir les Suzuki, toutes ces voitures-là qui vont être en concurrence avec nous durant l'année. Donc, c'est vrai que j'ai un petit peu regardé une belle victoire de Brice. Justement, Brice Tirabassi qui s'est imposé dans la catégorie junior au volant de la Renault Clio Super 1600. C'est la première victoire de Brice au volant de cette voiture puisque l'an dernier il pilotait donc une Citroën Saxo. Très belle victoire de Tirabassi qui s'impose donc dans la catégorie junior WRC. Mais le plus rapide en Super 1600 c'était cet homme, Simon Jean-Joseph, également au volant d'une Renault Clio, mais lui ne participe pas au championnat du monde Super 1600. Cédric, on va continuer à égrener l'actualité des sports mécaniques et on se retrouvera tout à l'heure pour à nouveau parler du championnat du monde des rallyes et du rallye Monte-Carlo. Pour rester avec nous pendant qu'on parle des autres news de la soirée. Ok. Les autres news de la soirée, c'est bien sûr le Trophée Andros, le 5e des 7 rendez-vous de l'année. S'est déroulé ce week-end dans la station de ski de Serre-Chevalier et dans la catégorie élite. Béroujon s'est imposé dans la du championnat du monde 2003. Je vous propose immédiatement d'écouter la réaction de Sébastien Loeb à l'arrivée du rallye. Elle s'enchaîne immédiatement avec celle de Guy Fréclin, le directeur de Citroën Sport. On a vraiment dû se battre tout au long de la première étape avec Marcus Gronholm. Par la suite, il est sorti de la route, donc après ça a été un petit peu plus facile parce qu'on avait un peu d'avance, mais il a fallu gérer et ça c'est notre difficulté du rallye, c'est-à-dire qu'il faut pas se faire rattraper, il faut pas attaquer au maximum pour pas faire d'erreur et il faut adapter un rythme intermédiaire et ça c'est pas évident. Sébastien Loeb a dominé ses illustres équipiers, 2 champions du monde, Colin McRae, mais également Carlos Sainz qui termine aux 2e et 3e places. Les 2 nouveaux équipiers de Sébastien Loeb ont été très impressionnants durant ce week-end. Ils ont fait un bon rallye, bon, c'est des pilotes d'expérience qui n'ont plus rien à prouver. Hein. C'était au contraire à moi de prouver ce que je savais faire. Et j'ai prouvé que je pouvais me battre avec eux, voire être devant, en tout cas sur l'asphalte déjà, en Monte-Carlo. Donc je suis content et bon, c'est vrai qu'ils ont fait un bon rallye aussi et bon, toute l'équipe est super contente. Citroën réussit donc le triplé dans ce rallye Monte-Carlo, un triplé pour bien débuter la saison. C'est sûr que pour Citroën, ils ne pouvaient pas rêver mieux. On finit avec les 3 voitures qui étaient engagées au départ sur le podium, toutes les 3, donc les 3 premières places, c'est ça pour un constructeur, c'est pas tous les jours, donc c'est vrai qu'ils doivent être super contents. C'est un résultat fantastique pour toute l'équipe, pour le team, pour les pilotes, pour les copilotes, pour les sponsors, bien entendu, Michelin, Total. C'est sûr que c'est vraiment une journée fantastique, mais il ne faut pas perdre de vue que le championnat, c'est 14 rallyes. Il y a bien entendu des rallyes que nous n'avons jamais fait. On manque d'expérience sur un certain nombre d'épreuves. De jeunes, il va falloir les former, les intégrer. Ça va être un travail difficile et je sais que nous aurons des moments difficiles parce qu'on se bat contre des équipes qui sont vraiment redoutables et qui ont des moyens et de l'expérience.
Cédric, les pilotes Citroën ont frappé très fort ce week-end. J'aurais bien vu quelques Peugeot au milieu. Malheureusement, bon, ça n'a pas été le cas. Mais je crois que Peugeot attaque toujours la série en trombe et c'est peut-être ça le secret de la réussite. Monte-Carlo, quel était votre état d'esprit? Je voulais faire quelque chose de bien, de grand. Mais je m'attendais quand même pas à finir à une telle 6e place. Je me disais, bon, si je finis dans les 10, 12e, ça sera déjà bien au vu des véhicules d'usine et des gens engagés. C'est fabuleux, je crois qu'il n'y a pas d'autre mot. J'ai peut-être pas encore réalisé, mais demain, en rentrant, je me dirais, quand même, tu as fini 6e du Monte-Carlo. Il y a quelques années, tu écoutais encore ça au poste, donc c'est fabuleux. Vous avez été rassuré dès les premières spéciales parce que dès la mise en route du rallye, dès la première étape, vous vous êtes situé au milieu des pilotes d'usine avec un 9e temps dans la première spéciale, 8e dans la suivante, je pense. Là, vous étiez directement rassuré? C'est vrai, j'avais un petit doute en ce qui me concerne sur les spéciales, je dirais, avec de la glace. C'est une surface que je connais très très peu. La 4 roues motrices sur la glace, j'avais fait juste une petite journée d'essai, donc j'étais vraiment dans la perspective. Et tout de suite, j'ai vu qu'on était vraiment dans les bons temps, donc ça m'a rassuré. Et par la suite, j'ai pu me libérer un petit peu et réaliser, notamment dans le col du Turini, un 4e temps scratch. Et ça, pour moi, ça va être gravé dans ma mémoire. La première étape qui s'est déroulée du côté de Gap, Sébastien Loeb l'a découvrait, il découvrait les spéciales, c'était également votre cas? Non, en 2000, pardon, j'avais fait le rallye Monte-Carlo avec une 106 Gopa à l'époque, et donc je connaissais un petit peu les spéciales. Et en tout cas, ce qu'a réalisé Sébastien sur ces spéciales-là, avec seulement 2 passages de reconnaissance, je crois que vraiment c'est un très grand pilote. 2 scratchs dans plan de vitrol, c'est époustouflant. C'est très grand, il fait partie vraiment des très très bons pilotes. J'imagine que vous n'avez pas vu beaucoup d'images du rallye Monte-Carlo. Je vous propose immédiatement, Cédric, de revenir sur les 2 premières journées de course. Le résumé est préparé par Frédéric Robat. Terrain piégeux, rebondissement, suspense, la légende du Monte-Carlo a été respectée ces 3 derniers jours. Un jeu noir et surtout rouge sur les roulettes du casino de la Principauté. Le vrai luxe vendredi, c'était de pouvoir suivre le rythme de Marcus Gronholm sur les spéciales verglacées autour de Gap. Peu de pilotes ont eu les moyens de se l'offrir. Beaucoup ont en revanche connu l'infortune de la touchette ou de l'abandon. Premier gros retrait de l'épreuve, celui des 2 Subaru Impreza de l'écurie ProDrive. Entre champagne et larmes, on devra malheureusement se contenter des larmes. Peter Solberg est parti 2 fois à la faute, la seconde étant définitive et éliminatoire. Tous les pilotes craignaient cet endroit, mais c'est mon rallye à moi qui s'arrête ici. Moins évidente mais tout aussi définitive était la sortie de route de Tommi Mäkinen. Ce n'est pas vraiment un bon début de saison. Bref, la journée d'ouverture peut se résumer à une suprématie de Marcus Gronholm, une montée en puissance de Sébastien Loeb qui vont rapidement se retrouver seuls au monde, groupés en une vingtaine de secondes. Colin McRae 3e, Carlos Sainz 4e et Richard Burns 5e font flotter haut les couleurs des constructeurs français, même si pour beaucoup d'entre eux l'aventure aurait pu tourner au drame. Question à la veille de la 2e étape, Sébastien Loeb pourra-t-il revenir sur un Marcus Gronholm en pleine possession de ses moyens? La réponse sera inscrite dans les bas-côtés de la descente du col de Blaise. En attendant, le jeune Français devance fièrement Colin McRae et Carlos Sainz, tous 2 anciens champions du monde. Départ du 2e jour, comme si l'affront de sa pénalité à la veille du rallye ne suffisait pas, Gilles Panizzi est malade. Tension en chute, impossible de continuer. Parti favori, pilote de référence sur asphalte, il renonce alors qu'il occupait une bien anonyme position au classement général. Rallye à oublier au plus vite pour revenir en forme et en pleine possession de ses moyens.
Sur des œufs, Freddy Loax, en slick sur la glace, la condamnation de presque tous les concurrents dans ces conditions piégeuses. Mais Fast Freddy ne sortira pas du 8e chrono, tout comme le Finlandais Mirko Hirvonen. Victime majeure de cette deuxième matinée, Marcus Gronholm, lui aussi, gardera un mauvais souvenir du col de Blaine. Biellette de direction tordue, 30 minutes de perdu et une grosse séance de mécanique, mais pas de quoi entamer le moral du champion du monde qui signe le 4e temps dans la dernière spéciale du jour avec une roue avant plutôt baladeuse. Pendant ce temps, les Français s'illustrent. Didier Auriol est un excellent et spectaculaire 10e et Cédric Robert mène le bal des privés à la 6e position du général au milieu des usines. Bref, Gronholm out, rien ne semble pouvoir stopper la marche triomphale des Citroën sur Monaco. Carlos Sainz est 3e, Colin McRae assure sa 2e position dans le dernier chrono de la journée. Sébastien Loeb caracole en tête avec plus d'1 minute d'avance sur ses équipiers. Voilà l'état des lieux avant le départ de la dernière étape ce matin. 3 Citroën sur le podium virtuel avant le départ de la dernière étape aujourd'hui. Et à la 6e place, Cédric Robert, le premier privé. Ce matin, vous possédiez plus ou moins 1 minute d'avance sur Cresta et Duval. Que s'est-il passé? Parce que dès le début de la spéciale d'aujourd'hui, votre avance a fondu comme neige au soleil. Je pense que François Duval était parti sur un très très bon rythme aujourd'hui. Nous, on a fait un choc de pneus pas très judicieux et d'un coup il nous a repris 1 minute et après il a fallu vraiment le contenir et ça a été très difficile. Lutter avec une voiture client face à une voiture d'usine, c'est pas toujours facile et il a vraiment fallu rouler très très vite pour essayer de le contenir. On y est arrivé mais seulement pour 4 dixièmes. On a vu vendredi, samedi, la plupart des pilotes partir à la faute avec des fortunes diverses. Vous aussi, vous avez commis quelques petites erreurs? Oui, quelques petites erreurs. On a été obligé de contourner un arbre une fois pour pas y rentrer dedans. Aujourd'hui, dans le Turini, juste après le col, le verglas a été sous mes roues et forcément... toujours au mauvais moment, au mauvais endroit. Et donc on a fini par toucher un petit peu le rocher. Mais bon, je crois que ça c'est les dures lois du rallye Monte-Carlo, mais rien de bien grave. Je crois que sur tout le rallye, on a fait une aile. Donc bon, ça va. Ça va, il y a pire. Oui, tout à fait. Et aujourd'hui, c'était donc le Turini, la dernière spéciale avec le monument du rallye Monte-Carlo. Il y avait 2 belles bagarres. Une bagarre pour la 3e place avec Carlos Sainz et Marc Martin. Et une bagarre pour le 6e rang avec Cédric Robert et François Duval. Regardez, c'est un résumé de Frédéric Robert. Et au programme de cette dernière journée, 2 épreuves spéciales répétées à 2 reprises. Sospel, 32 km 58 avec le passage dans le fameux col de Turini, et Lantosque, 19 km 52, spéciale répétée à 2 reprises donc. Et Marcus Gronholm prouve bien qu'il a retrouvé tous ses sens puisqu'il signe le 3e temps dans ce premier chrono de la journée, 14 secondes de retard sur la voiture de référence. Le pilote finlandais a choisi de partir avec des gommes slick cloutées et c'est pour cette raison qu'il offre un passage très spectaculaire au col de Turini. Il sera en revanche un petit peu distancé par les pilotes qui ont choisi des options différentes. Didier Auriol en profite aussi pour se singulariser avec un 11e temps dans ce chrono. Et Armin Schwarz est également dans le coup, même si il ne figure qu'en 10e position, avec 45 secondes 8 de retard. Mais ce n'est que partie remise, puisqu'en fait, les pilotes qui sont un peu plus lents que les autres dans cette spéciale ont tout simplement choisi de s'élancer en pneus slick. Et ils ont préféré privilégier le chrono suivant. C'est le cas des Ford par exemple. Vous voyez ce gros sous-virage de François Duval. Perte de temps calculée
par les ingénieurs pneumaticiens et par les ouvreurs de l'équipe Ford, parmi lesquels Mark Higgins, le champion britannique, et Patrick Magot. Gauche 40. Et frein pour Matamètre de 60 Richard Burns a également fait le choix de partir en pneus slick. Et sur asphalte sec, ça marche en effet beaucoup mieux. Le pilote britannique concède cependant du terrain avec seulement une 9e performance. Les Ford fidèles encore le passage de Marco Martin au col de Turini. Martin qui va tenter de battre le temps de Marcus Gronholm qui avait établi la première référence. Mais ce ne sera pas le cas. Il perd 4 secondes et 8 dixièmes sur le pilote finlandais. Et bien sûr, pourrait-on dire, il fallait trouver le juste milieu entre l'assurance et la performance. Carlos Sainz a peut-être un peu trop assuré, il perd 30 secondes dans cette spéciale, ce qui le met sous la menace de Marco Martin. En revanche, ses équipiers, Colin McRae et Sébastien Loeb, sont à la fête puisque ce sont eux, dans cet ordre, qui signent les 2 meilleurs Monte-Carlo. Sébastien qui nous avait confié hier, tout comme Colin McRae, qu'il fallait vraiment trouver le bon rythme et oser attaquer de temps en temps pour ne pas se déconcentrer. C'est ce qu'est en train de faire Colin McRae. 25 minutes, 30 secondes et 6 dixièmes pour couvrir les 32 km 58 de ce chrono de Sospel. Et 3 secondes de plus pour Sébastien Loeb qui reste largement en tête de ce rallye Monte-Carlo. À l'observation du classement général à cet instant, on se rend compte que Carlos Sainz est de plus en plus sous la menace de Marco Martin et la bagarre fait rage également entre Cédric Robert, François Duval, Roman Cresta et Didier Auriol. Les choses vont peut-être se corser dans le chrono suivant, l'Antosque donc, où l'on se retrouve avec Didier Auriol en pleine attaque. Didier qui signe le 5e temps exceptionnel. Sur gauche à fond, sur léger droite à fond, sur gauche à fond, un peu vers là, sur attention droite en plus poteau. Exceptionnelle performance, on l'a dit, du pilote français qui parvient à conserver une excellente place au classement général puisqu'il est 10e. Et un de ses adversaires principaux, c'est Armin Schwarz qui s'est jeté à corps perdu dans la bataille et qui nous offre un véritable festival en cette fin de rallye. Armin Schwarz comme Didier Auriol ou Carlos Sainz, légende de ce rallye Monte-Carlo. François Duval est peut-être en train d'en devenir une, puisque lui aussi brille dans ce chrono. 2e temps grâce à sa monte pneumatique. On le répète, les Ford sont partis en slick. Et sur ce chrono sec, eh bien, ils tirent leur épingle du jeu. Marco Martin signe la meilleure performance avec un temps de 14 minutes 9 secondes sur ses 19 km 52. Voilà qui lui permet de reprendre encore une fois 37 secondes à Carlos Sainz et par là même d'empocher la 3e place au classement général provisoire. Carlos Sainz qui doit donc renoncer et le trio des Citroën en tête du rallye est cassé par la vitesse de pointe de Marco Martin qui s'en est vraiment bien sorti. Carlos, difficulté de choix de pneus. Je crois que notre choix de pneus était parfait, mais nous avons eu un problème avec un des trains roulants de la voiture. Une plaquette de frein, semble-t-il, qui est sortie de l'étrier. Et puis d'autres petites difficultés sur une roue arrière. La voiture était très peu équilibrée. C'était une question de compromis entre ces 2 premières spéciales. Bien évidemment, c'est toujours un compromis. Le rallye, c'est la spécialité du compromis. Et nous avons choisi de privilégier le sec dans la 2e spéciale. Voilà qui explique beaucoup de choses et notamment les passages un peu à l'agonie au col de Turini lorsque la neige est présente. Et dans le 2e passage de ce chrono de Sospel, les Ford réitèrent leur bonne opération. La route a séché
les conditions sont différentes. Marco Martin obtient le 2e temps, François Duval est 3e dans cette spéciale. Et la quasi-totalité du plateau s'est cette fois équipée en gomme moulée. Ce qui explique ce retour en performance que l'on va voir de Carlos Sainz. Alors qu'ici, vous le voyez, c'est peut-être là que la 3e place bascule entre Marco Martin et le pilote espagnol. L'Estonien fait une toute petite erreur, lourde de conséquences. Ce qui permet à Sainz de revenir au classement général. Et cette fois, c'est à lui d'infliger un retard de 10 secondes à son principal adversaire. Pas suffisant cependant pour lui dérober à nouveau cette 3e marche sur le podium virtuel. C'est l'expérience qui parle du côté de Sainz. Il sait parfaitement où placer ses attaques. Il sait également à quel moment il faut fournir l'effort. Et en l'occurrence ici, et il revient, vous le voyez, à 3 petites secondes de Marco Martin pour la 3e place. Voilà qui va faire le bonheur des spectateurs installés dans le dernier chrono. L'entorse une nouvelle fois. Et chez Marco Martin, on a préféré se débarrasser des morceaux de carrosserie encombrants. Le voilà qui est en train de passer l'arrivée lancée. Il arrête le chronomètre à 13,52 et 8 dixièmes. Que va donner l'attaque de Carlos Sainz? Ce rallye sera vraiment haletant jusqu'au dernier centimètre concernant les places d'honneur. Et en l'occurrence, regardez, Carlos Sainz va connaître un tout petit problème. Dans les derniers mètres, son équipier Marc Marty va même penser que cette difficulté va compromettre leur retour sur le podium, mais ce ne sera pas le cas. Carlos Sainz obtient la 3e place et voilà le trio des Citroën reformé, puisque Colin McRae est en train de boucler ce rallye en 2e position. Inutile de préciser que Sébastien Loeb avait d'ores et déjà la victoire en poche avant même l'arrivée de ce chrono. Encore fallait-il avoir le cœur de terminer ce rallye sur le bon rythme. Ça a été le cas du jeune pilote français et de son équipier monégasque Daniel Elena. Droite à fond, sur attention, gauche 124 freins pour droite, 30 épingles ouvre. Attention, gauche 124 freins pour droite, 30 épingles ouvre. Ok. Et chez Citroën, on ne peut que se féliciter de ce triplé historique pour une première participation au championnat du monde. C'est magique, c'est vrai. Nous sommes les 3 premiers, c'est un bon résultat pour l'ensemble de l'équipe. Nous avons fait un bon boulot. Carlos, c'est une fin incroyable que vous nous avez offert. Oui, et finalement j'ai réussi à récupérer cette 3e place. Ça a été une grosse bataille avec Marco Martin dans les 2 dernières spéciales. Avec de la glace et des portions sèches, les choix de pneus étaient très difficiles. Mais finalement nous voilà sur le podium. Dans la dernière spéciale, nous avons fait un tête à queue. Et je crois que c'est le temps qui nous a manqué pour conserver la 3e place. Je pense que sans cela, on aurait pu garder Carlos derrière nous. Au classement de ce rallye, donc, Sébastien Loeb l'emporte avec une avance de 38 secondes et 1 dixième sur son équipier Colin McRae. Carlos Sainz en 3e position pour compléter ce tir groupé du chevron. Belle prestation des Ford également, que l'on n'attendait pas à si bonne fête. Il est vrai que ce résultat a été modifié par les problèmes rencontrés par les Peugeot 206, décidément maudites sur ce tracé. Sébastien Loeb qui est à présent en tête du classement mondial, dans l'ordre bien sûr d'arrivée de ce rallye, est important. 18 points déjà dans l'escarcelle de Citroën, contre 10 à Ford et 6 à Peugeot. Voilà un résultat qui pèsera peut-être lourd dans la balance, alors que l'attribution des points a changé cette saison. Et c'est la première fois que le nom de Cédric Robert apparaît sur un classement de championnat du monde. 3 points, encore félicitations Cédric. Mais vous avez eu chaud parce que 4 dixièmes de seconde vous séparent de François Duval. C'est un écart, enfin c'est quasiment pas d'écart, ça c'est fantastique. Quand on voit le nombre de kilomètres que fait un Monte-Carlo, les difficultés qu'il y a, je crois que 4 dixièmes, je sais pas, c'est rien, ça doit faire peut-être 50 cm sur la route. On a eu de la chance sur ce coup.
La suite de votre programme pour cette saison 2003 consiste en quoi? Donc mon programme prioritaire est le championnat de France Super 1600 avec la 206 Super 1600 et puis 5 manches de championnat du monde, donc il n'en reste plus que 4. Donc ça sera les 4 prochaines manches asphalte. Et d'ailleurs pour ça j'espère avoir une voiture officielle. On commence à en parler un petit peu avec Jean-Pierre Nicolas, donc on verra la suite. Il y a une énorme différence entre la version 2000 du Team Bosian que vous pilotiez ce week-end et la voiture de Grenoble? Oui, je crois qu'il y a quand même pas mal de différences au niveau confort de pilotage, au niveau efficacité. Et je crois que vu les écarts qu'on a créés au kilomètre par rapport aux voitures officielles sur ce rallye, c'est de bon augure. Il y a une chance qu'on vous voit tout de même éventuellement sur la terre ou peut-être sur la neige en mondial? Sur la neige non, parce qu'il aurait fallu déjà s'engager pour le rallye de Suède. Sur la terre je ne sais pas, moi je fais tout mon possible pour essayer de trouver des partenaires afin de pouvoir faire un rallye sur terre. Je suis vraiment pas sûr d'y arriver. Déjà la Fédération française du sport automobile en tant que de pilote espoir m'aide beaucoup. J'espère que pour la suite on va pouvoir trouver des engagements et faire des rallyes sur terre. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir rendu visite sur le plateau de Dimanche Mécanique, Cédric. Maintenant nous allons parler de Trophée Andros. On tourne une page de publicité et nous partons pour Serre Chevalier. Merci à vous. Schwartz occupe le 9e rang du général à 7 minutes et 21 secondes du leader. L'an dernier, François Duval remporte le Monte-Carlo en catégorie Super 1600. Le Belge découvre l'épreuve avec la Focus, 5e dans de la spéciale. Il gagne une place au général et se retrouve 7e. En frein pour droite 60 ou gauche 40. C'était Raineige, gauche 40. Et frein pour Matalmet, gauche 60 ferme après peu. Pour sa première prise de contact avec la 206 Bosian, Roman Kresta s'en sort avec les honneurs. Le Tchèque est 8e et est en passe d'inscrire un point au championnat pilote. Richard Burns est toujours en difficulté. L'Anglais perd 41 secondes sur le meilleur. Il est 5e du général à plus de 4 minutes. Marco Martin a en point de mire la 3e place détenue par Carlos Sainz. L'Estonien signe le 6e temps et revient à moins de 30 secondes de l'Espagnol. Mais il ne bat pas le temps de Grenoble. 46 left tightens to 2 minus here. Plus 28 to Marcus at the call. Carlos Sainz rencontre des problèmes de roulement de roue. Le double champion du monde réalise le 7e temps de la spéciale et perd 10 secondes sur Martin. Derecha para abajo corta, frenando, acaba derecha, derecha caliente, respira poco, se abre, para izquierda, abrirse, frenando, izquierda media más. Solo radio, corre. Dans cette première spéciale, Colin McRae est bien décidé à mettre la pression sur Sébastien Loeb. McRae s'empare du meilleur temps, 14 secondes devant Grenoble. Reste à connaître la performance de Loeb. Sébastien Loeb a réalisé un choix de gomme prudent qui ne s'avoue pas être le meilleur compromis pour les deux premières spéciales. Moins à l'aise que McRae, l'Alsacien signe tout de même le 2e temps à 3 secondes de l'Écossais. Pas de réel changement après ce premier chrono. Loeb compte toujours plus d'1 minute d'avance sur McRae. En revanche, Martin est bien revenu sur Sainz et Duval s'est emparé de la 7e place. Robert est 6e, Auriol 10e. Sans répit, les pilotes se dirigent ensuite vers la 2e spéciale matinale, l'Antosque Lucéram et ses 19 km et demi. Le début de la spéciale est quelque peu modifié par rapport au passé, mais ne devrait pas poser de problème aux pilotes. Une nouvelle fois, Marcus Grönholm est le premier. Le Finlandais parcourt les 19 km et demi en un peu plus d'un quart d'heure. Au final, il sera crédité 10e temps.
Didier Auriol bat le temps du Finlandais, il avale la spéciale 30 secondes plus vite que le champion du monde en titre. Droite à fond, 130 mètres. Attention, droite 5 plus poteau. 5 plus poteau. Sur gauche à fond. Sur léger droite à fond. Sur gauche à fond, un peu vers là. Sur attention, droite non plus poteau. Didier Auriol est toujours 10e du général. Armin Schwartz en action. Okay, left 12 into right for shot. 60 core, K right 1. Left 5 minus. L'ancien champion d'Europe des rallyes signe un très bon 4e temps à 18 secondes 3 du meilleur. Il s'empare de la 8e place devant Cresta. K right 1. In left 4. Caution right 3 minus in K left 1. Opens 4. Immediate. Right 2 to 3 long minus. Un autre pilote va se distinguer dans cette spéciale, François Duval. 50 mètres, droite 80, ouvre. Droite 80, ouvre. 25 mètres, droite gauche 70 en frein, pour gauche 60, au rail. Gauche 70 en frein, pour gauche 60 au rail. Deuxième temps pour le Belge, à 2 secondes du meilleur. Pas dans le rythme depuis le début du week-end, Richard Burns se réalise enfin un temps convaincant. Troisième temps pour le Britannique, à 6 secondes et demie du meilleur. Burns est toujours 5e du général, à plus de 3 minutes 30 du premier. Marco Martin attaque, ça sent Sainz en proie à des problèmes. L'Estonien réalise le meilleur temps, son premier depuis le coup d'envoi du rallye. Il s'empare par la même occasion de la 3e place du classement général. Victime de problèmes de frein, Sainz doit se contenter du 6e chrono à 37 secondes de Martin. Carlos Sainz compte désormais 8 secondes 5 de retard sur l'Estonien au général. Pas de victoire de spécial cette fois pour Colin McRae. L'Écossais perd même plus de 50 secondes sur Martin. Le champion du monde 95 est solidement accroché à la 2e place avec 45 secondes d'avance sur le jeune Estonien. Septième temps pour Sébastien Loeb, le pilote Xara compte toujours une avance de plus d'1 minute sur son coéquipier écossais. À 52 km de l'arrivée, il semble impossible de venir battre l'Alsacien à la régulière. À 2 spéciales du bus, la lutte pour la 3e place est réouverte. Martin compte un peu plus de 8 secondes d'avance sur Sainz. Robert est toujours 6e, mais Duval est bien revenu. Didier Auriol, lui, est 10e. Carlos, était-ce un mauvais choix de gomme? Notre choix de gomme était parfait. J'ai juste cassé un roulement de roue et dans la descente du Tirreni, j'ai cassé un disque de frein. Ensuite, le pneu s'est mis à flotter, je n'avais plus de frein et j'ai dû effectuer une réparation après le Tirreni. Est-ce une question de compromis ou une stratégie de réaliser le meilleur temps sur une des 2 spéciales? C'est sûr, c'est un compromis car c'était 2 spéciales différentes et il fallait choisir le meilleur pneu pour les 2 spéciales et pas seulement pour une. François, vous devez être ravi de cette 2e place sur la 12. Oui, un bon choix de gomme. La spéciale n'a posé aucun problème. C'est très bon pour moi. Pas de problème. Ouais, les jeunes ont fait du bon boulot, mais l'équipe aussi a bien travaillé avec le choix des gommes. Mais avec la 3e place de Marco et la 4e place constructeur de François, je dois dire que je suis vraiment ravi.
Le temps pour nous de marquer une première pause dans ce résumé. Le Monte-Carlo revient sur Eurosport. À tout de suite. Au départ, une rampe vertigineuse de 185 mètres. À l'arrivée, un saut au-delà des 200 mètres. Est-ce encore du saut à ski ou du vol à ski? Vous êtes au paradis des fous volants. Retrouvez Patrice Dumont et Nicolas Jeanpro pour la Coupe du Monde de saut à ski à Kulm. Qualification vendredi à 17 h et le K185 samedi à 17 h sur Eurosport. Le saut à ski ne s'arrête jamais sur Eurosport.fr. 18 titres de champion du monde des rallyes. Pirelli. Le Monte-Carlo donne le coup d'envoi de la saison 2003 du Mondial, mais il marque aussi le début de la première saison complète de Citroën. Et depuis le début du rallye, l'équipe réalise un sans faute pour cette nouvelle saison. Guy Fréquelin a renforcé son effectif de pilotes. En plus de Sébastien Loeb, Carlos Sainz et Colin McRae, comptant à eux de 49 victoires en Mondial, les ont rejoints. Et les performances, dès ce premier rendez-vous de la saison, sont bien présentes. L'état d'esprit général de l'équipe est d'être très humble par rapport à ce qui arrive. C'est notre première saison complète, la première épreuve. 13 autres rallyes vont suivre et nous avons besoin de trouver de la performance pour continuer le championnat dans de bonnes conditions. Et l'équipe s'appuie également sur l'expérience de Jean-Claude Vocard qui était impliqué dans le programme des mythiques 205 Turbo 16. C'est génial d'avoir ces deux pilotes, ils ont de l'expérience, ils ont la même opinion de ce qu'il faut faire sur la voiture, donc on sait qu'on travaille dans la bonne direction et que l'on ne perd pas notre temps sur de fausses pistes. Je pense aussi que c'est bon pour Sébastien. Il peut apprendre très vite avec Colin et Carlos et il est important pour nous d'améliorer. Et dès le Monte-Carlo, Citroën se place comme un sérieux rival de l'équipe triple championne du monde consécutive, Peugeot. On doit améliorer la voiture sur terre. On travaille beaucoup, mais je pense qu'on a besoin de 2 ou 3 mois pour atteindre un meilleur niveau. Pour l'heure, Citroën se concentre sur le Monte-Carlo, une épreuve qui fuit les constructeurs français depuis 1985 et une certaine 205 Turbo 16. Coup de projecteur sur les conditions de route dans le Tirreni. L'image de gauche vous donne les conditions de route lors du passage des voitures ouvreuses. L'image de droite représente les conditions auxquelles sont confrontés les pilotes. Comme vous le voyez, les premières voitures ont balayé la neige sur les côtés de l'asphalte. Il est un petit peu plus présent par endroits et par certains endroits, eh bien, la neige vient recouvrir la trajectoire. Ça peut aider les pilotes en slick sur les parties très sèches, sauf que les ouvreurs des équipes ont été confrontés aux conditions de gauche. Les pilotes doivent donc alors improviser tout au long des spéciales. Deuxième passage donc dans le col du Tirreni. Marcus Gronholm est en passe de bénéficier du nouveau barème de points. Il occupe seulement le 13e rang mais peut marquer un point pour Peugeot au classement constructeur. Le Finlandais concède 32 secondes supplémentaires sur le meilleur temps dans cette spéciale de 32 km. Didier Riol signe le 7e temps de la spéciale. Pour l'instant, il est en position pour marquer des points pour Skoda et il est à la porte des points pilotes, les 9e. Gauche humide, sur droite 5 plus sec, sur gauche 5 plus humide, sur droite à fond sec, sur gauche, sur droite à fond. Et sur 40 mètres, attention, droite 5, attention au rail, 5, attention au rail. Armin Schwarz est 8e, l'Allemand compte 35 secondes d'avance sur le champion du monde 94. Belle performance de François Duval, 3e temps pour le Belge à une dizaine de secondes du meilleur. Il revient à moins de 8 secondes de la 6e place de Cédric Robert. Dans cette spéciale, Marco Martin va se faire une belle frayeur. L'Estonien vient de s'emparer de la 3e place aux dépens de Carlos Sainz, mais il va partir en tête à queue à un endroit extrêmement délicat.
Plus de peur que de mal pour l'Estonien, qui sera tout de même crédité du deuxième temps. Pour l'Atlant. La voiture est un petit peu endommagée à l'avant, mais Martin est toujours accroché à la troisième place du général. Et dans cette spéciale, Sainz est bien revenu. Meilleur temps pour le double champion du monde qui revient à 3 secondes de Martin au général. Venga. ¿Qué tal hemos ido? Bien, ¿no? Yo creo que hemos ido bien. Igual, justo empezar la bajada. Colin McRae en action, on écoute Derek Ringer. Into right and hairpin left, don't touch, 30. Hairpin right, don't touch, into left and 3 right minus open. And right and 3 left minus. And 6 left into slow, 4 right, tighten. Quatrième temps pour l'Écossais qui revient à 46 secondes de Sébastien Loeb avant la dernière spéciale. De son côté, Seb gère l'avance dont il dispose. 10e temps pour l'Alsacien. Et droite 146 vers une 90 à la maison. Droite 146 vers une 90 à la maison. Et gauche très léger humide pour 40 mètres. Gauche 50 épingles, pas corde. Ok. Plus 15 au col. Ouais. Citroën pour Daniel, spécial terminé. Avec 46 secondes d'avance, impossible de revenir sur Sébastien Loeb à la régulière. Et le triplé Citroën est encore possible. Sainz va devoir frapper un grand coup dans la dernière spéciale. Petit retour sur la mésaventure de Sébastien Loeb en 2002. L'Alsacien avait dominé à la régulière le quadruple champion du monde Tommy Mäkinen. Mais une bourde de son équipe, un changement de pneumatique dans une zone interdite, lui avait valu de perdre la victoire sur tapis vert et de permettre à Mäkinen de remporter sa 24e victoire en mondial. Cette année, Loeb réalise de nouveau une performance éclatante et cette fois-ci, l'Alsacien et son copilote monégasque Daniel Elena sont en passe de prendre leur revanche sur le sort. Pour les 20 clubs de Ligue 2, en tête ou en queue de classement, tout est encore possible. Et le suspense, plus que jamais, est à tous les étages. Chaque semaine, retrouvez la Ligue 2 en direct avec Philippe Janol et Christophe Jameau. Cette semaine, double dose de Ligue 2. Jeudi, Caen reçoit Toulouse en direct à 19h45. Et vendredi, avec Metz-Le Mans à 20h15, toujours en direct sur Eurosport. Le foot avec les magasins But. But, ameublement, électroménager, images et son. Valvoline. We make engines feel great. Le dernier enjeu du Monte-Carlo 2003, la lutte pour la 3e place que se livrent Marco Martin et Carlos Sainz avant les 19 km et demi de Lantosque, avantage de 3 secondes 4 à l'Estonien. Marco Martin est élancé, il sait qu'il doit prendre tous les risques pour conserver sa place sur le podium. Carlos Sainz reste sur une série de 3 podiums consécutifs en principauté. L'Espagnol entend bien que cette série ne s'achève pas en 2003. Sainz remporte la spéciale, 6 secondes 7 devant Martin et reprend la 3e place dans la dernière spéciale pour 3 secondes 2. Colin McRae a toujours souffert à Monte-Carlo, une épreuve qu'il n'a jamais remportée. Coup d'essai concluant pour l'Écossais avec la Xara qu'il découvre. Le champion du monde 95 termine l'épreuve en 2e position. Okay, that should be a good start to the year. Collins for Michel and Ian. Et l'encadrement de Citroën est ravi d'entendre l'accent écossais de Colin McRae, les remerciant de leurs efforts durant ces 3 jours de course. Autour de Sébastien Loeb, l'Alsacien assure dans ce dernier chrono pour aller remporter sa 2e victoire au mondial et prendre sa revanche sur le sort. Il devient le premier Français à s'imposer en principauté au volant d'une voiture française depuis un certain Jean Ragnotti en 81. Droite à fond, sur attention, gauche 124 freins pour droite, 30 épingles ouvre. Attention, gauche 124 freins pour droite, 30 épingles ouvre. Ok.
suis heureux, très content car on a fait un beau rallye. On n'a pas fait d'erreur. C'était important parce que les conditions étaient très difficiles. Confirmation du résultat avec ce fabuleux triplé, le premier dans cette épreuve depuis 89. Cédric Robert aura résisté jusqu'au bout à François Duval pour terminer 6e. Didier Auriol se classe 9e pour sa reprise de contact avec le mondial à bord de la Skoda. On a fait un tête à queue dans le deuxième passage, on a perdu un peu de temps et Carlos s'est rapproché. Et dans la dernière spéciale, il était tout simplement trop rapide pour nous. Une façon incroyable d'accrocher le podium et de battre Marco. En fait, on a récupéré la 3e place. Dans les 2 dernières spéciales, j'ai attaqué très fort, dans des conditions loin d'être faciles, avec beaucoup de glace et un risque élevé de faire une faute. Mais on y est arrivé et j'en suis vraiment très content.